chaleureusement à notre invitation. C'est aussi le premier débat que nous organisons avec une association qui est une grande spécialiste de ce genre de débat, Rencontre et débat autrement. Donc la discussion sera organisée par Brigitte Patzfeld. Le prochain grand rendez-vous sera dans un mois exactement, puisque ça sera le 24 mars. Ça sera de la littérature, puisque ça sera Douglas Kennedy qui sera dans cette salle. Et nous faisons passer au cours du débat un papier pour que vous puissiez inscrire vos coordonnées et être informés des futurs événements à la médiathèque. En attendant, bon débat. Merci Elena et bienvenue à tous, aussi nombreux que vous êtes. C'est une surprise et nous sommes bien contents de remplir cette belle salle. Alors, vous êtes venus pour un débat sur la démocratie et les inégalités, avec un invité d'honneur qui est Hervé Lebras. Je prononce à la bretonne, je viens d'apprendre ça. Et voilà. Donc, Hervé Lebras a écrit une trentaine d'ouvrages, dont le dernier s'appelle donc Anatomie sociale de la France. Que disent les big data de nous, les Français? Je vais vous le présenter brièvement, parce qu'il a quand même une longue vie derrière lui et devant lui encore. Il était directeur de l'INED. L'INED, c'est l'Institut national des études démographiques. Il était chercheur et enseignant à EHES, SS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, et donc l'auteur de plus de 30, une trentaine, mais beaucoup plus je crois, d'ouvrages, dans le dernier je viens de vous le citer, mais j'aimerais bien aussi vous citer quelques autres titres que vous trouverez d'ailleurs à la sortie de cette conférence débat dans le hall, autour d'un verre. La médiathèque a eu l'amabilité d'inviter tout le monde à un petit cocktail. Donc, dédicacement et cocktail à l'issue à 18h, prévu à 18h. Donc, les trois autres titres que j'ai cités, parce que sont quand même emblématiques pour l'œuvre de Hervé Lebras, c'est même un best-seller, Le mystère français, coécrit avec un autre démographe, Emmanuel Todd. Puis il y avait juste après, Le pari du Front National, et puis un atlas des inégalités. Vous voyez que nous sommes tout à fait dans le cycle dans le sujet des inégalités et dans la démocratie également, qui sont reliées aux inégalités, à la démocratie. L'un ne va pas sans l'autre, et là, je vais dire trois citations d'Hervé Lebras, justement, qui tombent très bien dans le sujet, qui sont en phrases également importantes. Aujourd'hui, en France, les inégalités font système. Voilà, on y est. La montée des inégalités agit comme un venin qui affaiblit progressivement la démocratie. On est en plein dedans. Et la troisième phrase, plus un pays est avancé dans l'économie de marché, plus il y a d'inégalités. Alors, il ne reste plus qu'à changer le système de marché, capitalisme. Peut-être certains diront le capitalisme est à l'agonie, comme nous dirions. Voilà, à nous de nous prendre en main par les élections et autres. Alors, l'enquête de Hervé Lebras est quelque chose, un peu iconoclaste, un peu à contre-courant de la pensée dominante. Et pourquoi? Déjà à cause de sa méthode de travail, parce qu'il a non plus segmenté les données de base comme des catégories comme sexe, origine, âge,
et éducation, mais il les a corrélés. Et ces corrélations donnent évidemment des résultats différents de d'autres qui ne les corrèlent pas, qui mettent des étiquettes partout et bien séparées, trouvent. Donc je vais donner, enfin je ne vais pas résumer cet ouvrage, mais donner quelques résultats de cette enquête. Et Hervé Lebras a trouvé comme premier facteur des inégalités l'héritage. Non seulement l'héritage en argent, mais aussi héritage en capital culturel. Et donc, c'est important de savoir que, là encore je le cite, une grande partie des étudiants à l'ENA sont les enfants des énarques, tout simplement. Donc, aussi bien d'héritage culturel qu'en argent, ça se transmet. Et là, il est en fait dans la lignée il s'inscrit dans la lignée de la pensée de Bourdieu, Pierre Bourdieu, sociologue des années 70, 80, 90, et qui a toujours insisté sur le fait que les fils d'ouvriers n'avaient pas beaucoup de chances de gravir les échelons sociaux et les échelons professionnels et accéder aux études universitaires. Maintenant, un autre résultat, c'est vraiment une première historique, mais en fait, beaucoup d'entre nous le savent déjà, c'est les femmes qui sont plus diplômées maintenant que les hommes. Malheureusement, ça ne se répercute pas dans le statut social, ni à l'échelon professionnel dans l'entreprise. Autrement dit, il y a toujours encore les schémas, les vieux schémas de la hiérarchie entre les hommes et les femmes qui persistent. Mais globalement, on peut dire que l'éducation, le niveau de l'éducation a vraiment beaucoup augmenté. Et ceci précisément entre les années 75 et 95. Et donc on pourrait s'en réjouir, mais malheureusement, ça ne se reflète pas non plus dans la profession, dans les professions. Il y a même des diplômés qui sont au chômage. Et d'où, naturellement, beaucoup de frustration, déclassement, sentiment de déclassement. Et évidemment, pour Hervé Lebras, ceci alimente le vote Front National, bien sûr. Un autre disons, une pensée courante est que, d'après l'adage, l'amour est aveugle. Il le remet en question également. Il a trouvé par les chiffres et les statistiques dont il est maître, il a trouvé que l'amour n'est pas du tout aveugle et que les diplômés épousent bien d'autres diplômés et qu'un cadre supérieur a peu de chances de tomber amoureux d'une ouvrière. Voilà, vous voyez qu'il y a pas mal d'idées préconçues comme ça qui nourrissent les discours journalistiques, les discours électoralistes, qu'on entend aussi, des idées reçues qu'on entend aussi au bistrot du coin et sur les réseaux sociaux. Et tout cela, ça fait un ouvrage qui dérange un peu, et Hervé Lebras est un auteur qui dérange. Donc je vous invite à vous laisser déranger. Et je vous invite aussi au débat, après, bien sûr, la conférence imagée que Hervé Lebras va vous faire. Et à peu près 50 minutes, et après, on vous passe le micro, préparez vos questions, parce qu'on est là pour débattre et prendre en main notre statut de citoyen, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette nombreuse assistance, et puis merci à Madame Tassold
de m'avoir présenté, au fond d'avoir fait la conférence pratiquement, donc on peut peut-être passer aux questions. Alors, je vais quand même donner quelques indications, et puis rassurez-vous, je ne mettrai pas de texte à part les titres. Je vais essayer d'illustrer ce que je vous dis à l'aide d'images statistiques ou d'images cartographiques, comme je le fais souvent, parce que c'est moins aride que des tableaux de chiffres, et puis parce que ça donne une vision globale, on voit souvent un peu plus facilement l'ensemble d'un phénomène. Alors, ça va reposer, et on l'a dit très clairement au début, sur des questions de statistiques. La statistique fait un peu peur, ou alors elle fait sourire. Il y a beaucoup d'anecdotes pour s'en moquer, mais dans une nation démocratique, elle est absolument essentielle. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans votre pays. Quand vous êtes dans un canton suisse, vous savez ce qui se passe dans le canton suisse. Quand vous êtes dans la ville de Créteil, vous savez à peu près ce qui se passe. Mais pour savoir ce qui se passe à l'échelle de la France, c'est très compliqué, et c'est devenu paradoxalement plus compliqué dans les années récentes à cause de la multiplication des moyens d'information qui ont resserré les personnes sur leur groupe. Où il y a une tendance qui s'est renforcée dans les années récentes à ce qu'on tourne sur son propre groupe, donc on perd une vision globale de la société. C'est pas simplement Facebook, vous savez aussi que, par exemple, la multiplication des chaînes de télévision fait qu'on est de plus en plus séparés, on regarde telle ou telle chaîne et on perd de vue d'autres opinions. Au fond, on s'enferme souvent dans son opinion. C'est encore pire avec ce qui se passe avec, comme vous le savez, Google. Quand vous faites une requête sur Google, Google vous répond en fonction des questions que vous avez déjà posées. Là aussi, il vous enferme dans un certain monde, et quelque part, on a en partie expliqué la montée de phénomènes comme Trump aux États-Unis par le fait justement de cet enfermement, c'est-à-dire que il est de plus en plus difficile d'avoir une vision d'ensemble du pays. Donc la statistique, de ce point de vue-là, joue un rôle tout à fait essentiel. Ça n'empêche pas que ça soit, d'abord, elle ne saisit pas énormément de choses, c'est un peu aride, mais elle permet aussi, ça va être le second point que vous verrez ici, elle permet aussi surtout maintenant, parce que les données sont beaucoup plus nombreuses, elle permet de sortir de causalité trop simple. Donc peut-être vous ressortirez avec un peu moins de certitude que quand vous êtes entré. Je vous montrerai des phénomènes où on pense que c'est au fond la causalité est relativement, ou l'explication est relativement simple. Dès qu'on entre dans plus de détails, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, mais je dirais compliqué est un mauvais mot, c'est beaucoup plus varié. Et il y a une extrêmement grande variété. Alors, est-ce qu'il faut craindre la statistique? J'en dirai un mot aussi, et ça m'amène à la question que vous voyez ici, les big data. Alors là, ça fait très moderne, les big data. Qu'est-ce que c'est les big data? Quand il y a beaucoup de données, data c'est données. On dit d'habitude qu'on passe à des big data quand on est au-dessus d'1 milliard d'informations élémentaires, 1 milliard de ce que les informaticiens appellent un octet, c'est-à-dire ce qui code un caractère. Pour donner une idée du volume, un livre normal, c'est à peu près 300 000 caractères. Donc 1 milliard, ça vous fait 3000 livres. Donc c'est autant de données que si vous aviez 3000 livres mis ensemble. Et c'est ce type de données dont on pense qu'il va donner certains pensent comme moi qu'il peut éclairer beaucoup de phénomènes de la société, mais pas tous. D'autres pensent que ça va au contraire nous être une sorte d'espionnage permanent, nous contraindre et atteindre notre liberté. Donc j'en dirai aussi un mot vers la fin de l'exposé. Les données, une partie des données sur lesquelles je vais vous faire quelques remarques ou bien vous montrer quelques images, c'est des données issues du recensement. Maintenant, vous pouvez, vous comme moi, avoir accès à 20 millions d'enregistrements du recensement français d'année en année. Et ces 20 millions, il y a à peu près une centaine de questions, donc ça fait
20 millions par 100 questions, ça vous fait déjà 2 milliards. Et chaque question est codée, puisque c'est un chiffre, c'est pas un seul caractère. C'est codé en général sur 8 caractères, donc ça vous fait 16 milliards. Donc c'est l'équivalent, et vous pouvez accéder avec votre ordinateur assez facilement, c'est l'équivalent de 48 000 livres comme volume de données. Donc c'est déjà très gros et vous pouvez commencer à percevoir des données en finesse de la France. C'est beaucoup plus fine notamment que ce que donnent les sondages que vous lisez couramment. Enfin, quand vous lisez un sondage, Dieu sait si actuellement il y a des sondages que vous trouvez dans la presse, vous voyez dans le détail, on vous dit bien voilà comment, selon l'âge, comment on pense voter, ou bien selon la catégorie sociale, ou bien selon qu'on habite dans une grande ville, une petite, ou dans le monde rural. Mais vous avez tout ça séparément. Vous n'avez jamais quel est le comportement d'un ouvrier qui a entre 35 et 40 ans et qui vit dans le monde rural. Et pour accéder à cette information, il faut des données beaucoup plus importantes, comme celles dont je viens de parler. Et à ce moment-là, vous vous apercevez que ce n'est pas simple, ça ne se combine pas simplement, ça peut parfois se renforcer, ça peut parfois se neutraliser. On dit qu'il y a des interactions, et la connaissance de la société passe largement par ces interactions. Alors, dernier point, qu'est-ce que l'inégalité ? Je me garderai bien de la définir tout de suite, vous la verrez apparaître. Il y a aussi dans l'inégalité une partie qui est simplement de la différence. Mais à quel moment des différences deviennent des inégalités ? J'aborderai la question tout à la fin de l'exposé en essayant de montrer, ça a été dit dans la présentation, qu'il y a différentes formes d'inégalité qui se combinent entre elles et qui créent sans doute une inégalité générale qui est responsable de problèmes politiques de la France actuelle. Voilà le programme. Alors, je vais commencer par une chose qui a d'ailleurs été dite dès le début. Je vais brancher le truc là. Alors, oui, le diaporama. Bien sûr, ça ne marche pas. C'est terrible. Voilà. Alors, il y a été fait allusion. Voilà un premier problème, c'est une chose qui, après tout, dont on devrait se réjouir, mais qui, vous allez le voir, est sans doute source de problèmes parce que ça a été mal anticipé. C'est les progrès de l'éducation. On l'a signalé dans l'introduction. C'est très courant d'entendre dire, notamment de la part des déclinistes, que les Français sont de moins en moins éduqués, mais ils sont de plus en plus illettrés. Il y a très peu de preuves de ça. Par exemple, ils font plus de fautes d'orthographe, mais je veux dire, moi j'en fais des fautes d'orthographe, et puis quand vous avez des correcteurs d'orthographe, c'est quand même plus quelque chose qui est devenu essentiel. L'essentiel, c'est de raisonner correctement et de se faire comprendre. Donc, ce n'est pas un critère très sérieux. En revanche, ce qui s'est passé entre 1975 et 1995, c'est une très forte montée de l'éducation en France. Vous savez qu'on a qualifié souvent la période de l'après-guerre des 30 glorieuses, parce qu'il y a eu un gros progrès économique. Et un auteur, Nicolas Bavrez, a qualifié les années suivantes des 30 piteuses. Alors, le mot est habilement choisi, mais elles ont été, d'ailleurs, relativement piteuses économiquement. On est quand même mieux qu'il y a 30 ans, mais elles n'ont pas du tout été piteuses culturellement et surtout du point de vue de l'éducation. Et vous allez le voir sur une première image. Alors je vais vous expliquer, n'ayez pas trop peur, mais le principe de ces images, je vais vous montrer un tableau de chiffres. Vous voyez qu'on croise, on voit les âges par âge, des gens qui ont 20-24 ans jusqu'aux gens qui ont 64 ans, et on regarde quel est leur niveau d'éducation. Vous le voyez en allant vers la droite. Et puis plus c'est foncé, plus la proportion est élevée. Si vous êtes tout en haut, vous voyez que, par exemple, 39% des gens de 64 ans n'ont pas de diplôme dans la France actuelle. Alors que quand vous prenez les gens de 20 à 24 ans, vous voyez qu'ils sont plus que 12,5%. C'est quand même un progrès tout à fait énorme. Vous voyez que ce progrès, d'ailleurs, est à peu près similaire. Regardez pour ceux qui, l'avant-dernière
l'avant-dernière rangée, qui est ceux qui ont le bac, vous voyez que ça, vous le savez, énormément augmenté la proportion des personnes ayant le bac. C'est en jaune clair dans le cas des plus anciens, donc c'est de l'ordre inférieur nettement à 10%, et puis vous voyez que c'est au contraire déjà d'une couleur plus foncée, de l'ordre un peu supérieur à 20%, et puis même les personnes qui ont alors cette fois-là des diplômes du supérieur, ce qui est marqué Bac plus 3, vous voyez que ça a plus que doublé, donc il y a eu un très gros changement dans l'éducation des Français, dans les diplômes des Français. Bon, on peut me dire, ah, les diplômes ne valent plus ce qu'ils valaient auparavant. Peut-être qu'ils valent un peu moins, peut-être, on peut en discuter, mais il faut montrer qu'ils valent tellement moins que ça nous ramènerait à la situation où vous voyez les personnes de 60 à 64 ans. Là, j'ai jamais vu une démonstration de ce genre-là, donc il faut conclure que le niveau d'éducation en France a augmenté, il a augmenté en termes de diplôme, mais dans les faits aussi, il a très certainement augmenté. Alors, une des conséquences, et là vous allez voir qu'on entre dans des choses qui sont plus compliquées, une des conséquences, c'est que le mode de vie des jeunes, donc là ici j'ai pris les jeunes de 20 à 24 ans, et le taux d'emploi, c'est la proportion d'entre eux qui sont employés, et vous voyez c'est la ligne rouge. Eh bien au départ, ce taux d'emploi, on était 70% des jeunes en 1975, de 20 à 24 ans, travaillaient, et puis c'était la même chose qu'aux États-Unis et en Allemagne, et vous voyez que les Italiens étaient à 50%. Et la France a eu ce parcours, au fond, un peu étrange, alors que États-Unis et Allemagne sont restés avec le même taux d'emploi des jeunes. La France a le taux d'emploi a beaucoup diminué parce que les jeunes ont fait plus d'études. Mais il faut bien voir que là, il y a un caractère particulier de notre pays, et on est maintenant au niveau de l'Italie du point de vue du taux d'emploi. Pourquoi cela s'est produit? Sans doute parce que, pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'arrivé en 1975, vous savez, c'est la crise pétrolière en 1974, et donc la réaction dans la population française, c'est de dire, pour éviter le chômage, il faut faire des études, parce que plus on fait d'études, vous verrez des chiffres après, enfin des figures après, moins on est au chômage. Donc, il y a eu une poussée scolaire et universitaire tout à fait importante, qui fait que donc, on est passé à un niveau qui, vous le voyez, est un beaucoup plus faible taux d'emploi, puisque beaucoup plus de Français poursuivaient leurs études, et aussi parce qu'il y a cette habitude en France de prendre ses études en masse au début, et puis après d'avoir une formation permanente qui est quand même relativement faible, et surtout qui est plutôt un appoint que ce qu'on appelle une seconde carrière, c'est-à-dire un changement de direction, comme il y a dans d'autres pays, comme l'Allemagne justement, ou même les États-Unis. Donc c'est aussi un principe différent, et c'est cette idée méritocratique qui est bien, c'est que bon, voilà, si on a un diplôme, on trouvera du boulot. Simplement, quand beaucoup de personnes ont un diplôme, eh bien, ça devient difficile de trouver du boulot, ou du moins un boulot qui correspond à votre compétence. Et là, je vous ai mis des données de l'INSEE qui montrent le salaire mensuel moyen, moins de 5 ans après l'obtention d'un diplôme. Vous voyez qu'il y avait un très gros écart en 1990 encore, entre ceux qui n'avaient très peu d'éducation, il y a marqué brevet ou rien, c'est la courbe rose, et puis ceux qui avaient fait plus de 3 ans d'enseignement supérieur, ce qui est marqué supérieur, 3 ans ou plus de supérieur long. Et vous voyez ce qui s'est produit du fait de la concurrence des diplômés, eh bien, quelque part, le niveau de salaire mensuel a baissé, alors qu'il continuait à monter lentement, mais il montait pour les personnes qui avaient peu de diplômes, avec la revalorisation notamment du SMIC. Pour les personnes qui avaient beaucoup de diplômes, du fait de cette concurrence, ces personnes ont accepté souvent d'ailleurs des tâches ou des emplois qui correspondaient moins à leurs compétences, qui étaient des déclassements, et vous voyez que l'écart s'est resserré. Alors on pourrait dire c'est positif, puisque ça fait plus d'égalité pour tous les jeunes. Mais inversement, ce n'est pas totalement positif dans la mesure où ça veut dire que ces jeunes n'auront pas la carrière qu'avaient leurs parents avec des diplômes tels que ceux qu'ils ont obtenus. Donc là, on a prononcé le mot frustration, d'une certaine frustration. On a tendance à se comparer avec ses proches, avec le destin de ses proches. Et cette conséquence
n'a pas été, au fond, anticipée. Elle a même été tout à fait négligée, parce qu'après tout, s'il y avait plus de compétences, au fond, les industriels, les patrons, les entrepreneurs auraient dû aussi modifier en fonction de cela les tâches et l'organisation du travail dans les entreprises, et ça a continué d'une certaine manière à ronronner. D'ailleurs, un certain retard actuellement de ce qui reste de l'industrie française, mais aussi des administrations et du tertiaire. Et là-dedans, il y a eu une sorte d'impréparation. C'est si la population est beaucoup plus diplômée, elle ne va pas avoir la même situation en activité, en termes d'emploi, qu'auparavant. Et ça n'a pas du tout été anticipé. Je crois que c'est une source, je pense même que c'est une source assez grande de frustration. Alors, une des conséquences aussi, c'est, comme vous le savez, c'est le taux de pauvreté a changé. Le taux de pauvreté, c'est la proportion de personnes. Alors, il y a marqué seuil à 50%. Le taux de pauvreté, on regarde combien gagnent, non pas exactement en moyenne, mais combien gagnent les personnes qui sont au milieu. On appelle médiane, c'est-à-dire celles où la moitié gagne plus et la moitié gagne moins. On ne prend pas la moyenne parce que, comme il y a des très riches, ça décale la moyenne vers les zones positives. Là, c'est beaucoup plus massif, la médiane. Vous trouverez ça dans chaque fois qu'il est question de taux de pauvreté ou de niveau de vie. Et on dit, ben voilà, on est pauvre à partir du moment où on gagne moins que cette médiane, moins que la personne qui est juste au milieu, moins de la moitié. Et vous voyez que c'est les jeunes de 18 à 24 ans. Alors il y a les hommes et les femmes, on en a parlé aussi, je reviendrai sur d'autres points. Et vous voyez que là-dedans, au départ, les femmes sont un peu plus souvent pauvres, et surtout quand vous arrivez vers 35-40 ans, parce que c'est les mères de famille monoparentales notamment, où là le taux de pauvreté est absolument énorme. Il est autour de 35%. Une mère de famille monoparentale sur 3 est dans la zone de pauvreté dans la France actuelle. Puis vous voyez quand même aussi autre chose qu'on dit moins. Regardez, quand on va vers les âges, au fond, quelles sont actuellement les générations les moins pauvres dans la société française? C'est les hommes de plus de 75 ans. Donc, comment dire, je sais bien que vous comme moi sommes plutôt de ce côté-là, dans une grande partie de l'auditoire, mais il faut bien reconnaître qu'on n'est pas les plus désavantagés dans la société. Or, il y a un peu un mythe de la vieillesse pauvre. Et ce mythe de la vieillesse pauvre est entretenu par le passé, parce que les personnes âgées ont été très pauvres jusqu'à une époque récente. Vous voyez, j'ai mis ici les taux de pauvreté, vous voyez en bas, c'est indiqué les âges, selon l'âge. Et vous voyez que la courbe rouge, c'est comment étaient les taux de pauvreté en 1970. Vous voyez que la pauvreté était faible, arrivée jusqu'à à peu près 55 ans, puis elle montait très vite, et regardez, 40% des personnes de plus de 65 ans étaient dans la zone de pauvreté en 1970. C'est un peu après que Simone de Beauvoir a fait ce très beau livre sur la vieillesse, et au début du livre, elle commence en disant « Vieillesse est synonyme de pauvreté ». Aujourd'hui, si elle refaisait le bouquin, malheureusement elle est décédée, je pense qu'elle dirait « Jeunesse est synonyme de pauvreté ». C'est ça qui est la transformation. Et regardez comme la transformation a été rapide. Vous voyez que dès 1996, la courbe en vert, on est dans le niveau actuel, on a 2008, et puis si j'avais mis les données les plus récentes, on serait aussi sur une courbe tout à fait analogue, vous voyez, avec un relèvement, moins fort qu'autrefois pour les personnes âgées, mais assez fort pour les personnes les plus jeunes, avec une tendance un peu à s'améliorer, et puis ensuite pour les personnes plus âgées. Alors ça remonte un peu à une baisse, et puis ça remonte un peu pour les personnes très âgées, parce que parmi elles, vous avez, on le voyait dans le graphique précédent, vous voyez la barre rouge tout à la fin, c'est des femmes qui sont veuves, et qui n'ont pas travaillé, parce que encore dans les générations les plus anciennes, le taux d'activité des femmes était faible. Donc dans ce cas-là, elles ont au mieux une reversion, mais elles sont encore, disons, il reste des niches de pauvreté parmi les personnes âgées, mais elles ont beaucoup diminué. Le problème est maintenant du côté de la jeunesse, et vous voyez que ce problème est articulé avec cette question de diplôme que j'ai montré
auparavant. Alors, autre chose, bien sûr, c'est le chômage. Alors là, voilà une courbe. Est-ce que vous voyez bien les images? Oui, j'ai mis comme... Il y a la chaise qui bloque. La chaise bloque un peu. J'ai mis J'ai mis, c'est le même principe que j'ai mis âge par âge, quels étaient les taux de chômage, et surtout l'importance des diplômes. Vous voyez que pour ceux qui ont le bac, bon, au plus du bac, le taux de chômage est toujours nettement plus faible que pour les autres. Inversement, vous voyez que pour les sans diplôme, le taux de chômage est énorme, mais surtout, vous voyez que l'effet est presque le même pour les âges. Il y a là-dedans une très grosse importance de l'âge. Vous voyez qu'un jeune de 18 à 25 ans qui a mieux que le bac, eh bien, son taux de chômage est un peu supérieur à une personne, un travailleur âgé qui n'a pas un actif âgé qui n'a pas de diplôme. Vous voyez que les deux montent au fond. J'ai mis sur le bord, j'ai mis tous les niveaux confondus. Vous voyez, on voit bien que les deux montent, mais on voit aussi bien que c'est quand même au total les sans diplôme et les jeunes qui sont les deux victimes les plus importantes du chômage. Donc on a là-dedans une traduction de cette difficulté qu'ont les jeunes, alors qu'ils ont une formation qui est bien supérieure à celle, vous l'avez vu, des plus âgés, des jeunes à accéder à un emploi et à se maintenir. Alors, on pourrait montrer avec beaucoup d'autres données, notamment sur la différence entre la proportion de CDI et de CDD, ou bien de travail partiel, on retrouverait la même chose. Là, je vous ai mis justement une donnée plus paradoxale, au fond, d'une certaine manière. Je n'ai pas regardé quels étaient les taux de chômage en général, les proportions de chômeurs, si vous voulez, mais j'ai regardé quelle était la proportion de chômeurs de longue durée. Et vous voyez que c'est plus compliqué dès qu'on entre dans un peu de détails. Vous voyez que bien sûr, c'est à nouveau, le chômage de longue durée est beaucoup plus élevé pour les sans diplôme, c'est ce que vous avez sur tout à droite. Mais vous voyez aussi qu'il est un peu plus élevé pour les personnes âgées, c'est le problème des seniors qui peinent à retrouver un emploi s'ils tombent dans le chômage. Mais regardez, pour les diplômes, vous avez une sorte d'inversion. Vous voyez que ceux qui ont le plus haut niveau d'éducation, eh bien, leur taux de chômage augmente avec l'âge, alors que pour toutes les autres catégories, leur taux de chômage de longue durée diminue. Donc vous entrez sur des questions qui sont au fond plus fines, plus compliquées, et que auxquelles vous ne pouvez accéder que si vous avez beaucoup de données, comme celles que j'ai citées, si vous avez ce qui est appelé des big data. Là, je vous ai mis juste un autre exemple, c'est quand on distingue les hommes et les femmes, et quand on distingue aussi leur situation familiale, alors il y a des très grosses différences dans le chômage. Vous voyez cependant une chose, et c'est depuis 2 ans, c'est quand même un élément formidable. On a parlé des femmes dans l'introduction. Le taux de chômage des femmes est maintenant inférieur au taux de chômage des hommes en France. C'est une nouveauté. Il y a encore 10 ans, le taux était nettement au-dessus, 2%. Il y avait 2% d'écart. Maintenant, les femmes sont légèrement au-dessous des hommes. Et c'est parce que ça tient à des questions de famille, comme je montre ici, puis aussi des questions d'emploi, parce que la France a un pays bizarre. Quand vous prenez les ouvriers en France, l'ensemble des ouvriers, vous apercevez que 80%, donc 4 ouvriers sur 5 sont des hommes, et seulement 1 sur 5 une femme. Et vous regardez les employés, et vous apercevez l'inverse. 4 employés sur 5 sont des femmes, et 1 sur 5 un homme. Donc quelque part aussi, dès que vous entrez dans le détail, ça vous dit, mais au fond, l'idée d'un ménage ouvrier n'a pas grand sens, parce que quels sont les ménages les plus fréquents? 50% des ménages avec un ouvrier, l'autre conjoint est un employé. Et le cas où vous avez les 2 membres du ménage qui sont ouvriers, c'est très peu, c'est 14% seulement. Donc il n'y a pas véritablement, il y a des ménages populaires, on peut dire, mais vous avez, ces ménages sont très majoritairement composés d'un ouvrier
les inemployés. Les ouvriers ont été plus frappés que les employés par le chômage, ça a joué là aussi. Et puis vous voyez que quand le chômage monte beaucoup, si selon la situation familiale, et là on entre sur un registre qui est nettement plus large. Vous voyez que si on est une personne isolée, si on vit en foyer, le chômage est assez élevé. Vous voyez, pour les familles monoparentales, les rares hommes qui sont monoparentaux, mais surtout les femmes, sont beaucoup plus au chômage. Et le chômage le plus faible, c'est pour les personnes qui sont dans un couple biactif, où il y a deux actifs. C'est la catégorie, désormais, où vous êtes pratiquement, c'est un tout petit peu au-dessus de 5% de chômage. Alors, on pourrait penser que c'est une catégorie qui, au contraire, permettait d'équilibrer, de faire que s'il y a un chômeur dans le couple, l'autre n'est pas au chômage. Ben, ce n'est pas le cas. Le chômage, au contraire, a tendance à se concentrer. Je vais vous montrer sur une autre image. Vous voyez, j'ai pris dans le recensement des employés qui sont mariés à des ouvrières. Mais j'ai regardé, selon que le chômage, c'était seulement l'homme, vous voyez qu'il y a 6,3% des cas. Si c'était seulement la femme, 14,3%, elle est ouvrière. Les ouvrières sont très souvent au chômage maintenant. Et puis, si les deux sont au chômage. Mais si vous regardez bien ce genre de graphique, vous voyez que si l'homme est au chômage, l'homme employé, ben, dans un cas sur trois, la femme aussi est au chômage. Autrement dit, le chômage dans le couple, au lieu de se compenser, s'ajoute, rend le couple encore plus fragile et augmente la probabilité du chômage de l'autre membre du couple. Donc, quelque part, il faut à chaque fois oublier les personnes comme personnes isolées et chercher à les replacer dans le groupe plus large, dans le couple d'abord, dans la famille, et puis dans un environnement encore plus large, comme vous verrez sur certaines cartes. Alors, dernier point, voilà encore un autre avantage des données, c'est de montrer que dès qu'on passe à un échelon géographique, le chômage est très différencié. Vous voyez que ici, les cadres sont bien sûr beaucoup moins souvent au chômage. Enfin, vous voyez que dans la catégorie du plus bas chômage, on est au-dessous de 2%, et au plus haut, on est quand même à 6,5%. Mais regardez aussi pour les ouvriers, vous voyez qu'il y a des très grosses différences. Et si vous avez, quand vous regardez bien, vous avez des régions où, au fond, les cadres sont pratiquement autant au chômage que les ouvriers, d'autres non. Alors, la carte est assez difficile à comprendre. Vous verrez pour les ouvriers que ces deux zones, vous voyez, c'est la frange nord-est de la France et puis la France méditerranéenne, on va les retrouver, bien sûr, en termes politiques et en termes d'autres problèmes. Mais pour les cadres, c'est plus compliqué. Vraisemblablement, regardez toute la côte atlantique. Il y a une tendance, cette fois-là, sans doute, des cadres à se dire, bon, ben, quitte à être au chômage, autant aller au soleil, grosso modo. Hein, ou bien profiter d'une résidence secondaire. On dit d'autres considérations entrent. On n'a pas du tout la même distribution. Vous voyez qu'au contraire, les cadres qui sont, si vous êtes cadre, vous avez intérêt à aller dans la Marne, en Lorraine, en Champagne. Là, vous n'aurez pas de chômage. Hein, si vous aimez, enfin le Champagne, c'est pas si mal. Voilà, je vais passer maintenant à quelque chose sur l'immigration pour vous montrer d'autres différences. Et là, j'ai comparé le chômage des immigrés au chômage des non-immigrés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un immigré en France? Un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. C'est ça la définition. Mais beaucoup d'immigrés sont des Français, parce qu'ils ont acquis la nationalité française au cours de leur vie. C'est à peu près 40% des immigrés en France sont des Français. Et d'ailleurs, on peut poser une question sur cette catégorie d'immigrés. Elle est donnée par la statistique, mais elle mêle des choses relativement différentes. Des personnes qui sont arrivées récemment, qui sont étrangères, et des personnes qui, depuis longtemps, ont acquis la nationalité française. Qui devrait, au fond, être, si on était logique avec la notion de nationalité, devrait être mise avec les Français, pas dans cette catégorie hybride des immigrés. Mais enfin, quand vous regardez ce qui arrive à ces immigrés, vous voyez que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que quand ils sont jeunes et sans diplôme, leur taux de chômage est plutôt, vous le voyez, plus faible, hein, c'est au-dessous de... J'ai mis le rapport, donc quand vous avez 1, c'est égal. C'est
la seconde petite ligne bleue. Et vous voyez que pratiquement jusqu'à 45 ans, sans diplôme, un immigré sera moins souvent au chômage qu'un non-immigré parce qu'il sera employé dans des travaux que souvent on dit les Français ne veulent pas, grosso modo. Donc, ou des travaux ou bien qui exigent plus de déplacements, ou bien qui sont plus durs physiquement, ou plus dangereux tout simplement. Mais regardez, c'est un peu terrible, c'est-à-dire que plus les immigrés ont une formation importante, regardez Bac+, plus l'écart de chômage avec les non-immigrés est important. Et par derrière, il y a sans doute quelque chose qui est vraiment important, qui est une conséquence de ce que je vous ai montré au début, et il a été fait allusion dans la présentation, c'est que à partir du moment où beaucoup de personnes ont des diplômes, sur un emploi donné, comment choisir? Plusieurs sont à même de remplir l'emploi, et quelque part, on va choisir celui, du moins sera retenu celui qui a le meilleur réseau social. Et les ouvriers, les immigrés n'ont pas un bon réseau social, ne serait-ce que parce qu'ils ont quitté le pays d'où ils venaient. Donc on parle souvent, si vous voulez, de discrimination. Cette discrimination existe, d'ailleurs elle doit être punie par la loi, elle est constatée par des enquêtes, mais on parle moins souvent de cela, c'est pas non plus du piston ni du népotisme, comme on dit quelquefois. La personne non immigrée qui aura l'emploi le mérite. Mais quand il s'agit de faire la différence au moment de choisir, au moment du dernier choix entre les ex-aequo, c'est des petites différences qui jouent, et des petites différences, c'est « Ah, mais c'est le fils d'un tel, ah, mais on le connaît bien, on l'a souvent vu quand il était petit, etc. » Donc, il y a là-dedans un facteur qui est très difficile à maîtriser aussi, on en parle assez peu, mais là, moi j'ai son résultat, vous voyez que plus le diplôme est élevé, donc le réseau social, quand on a un diplôme élevé qui a besoin d'être relativement important pour trouver un bon emploi, est plus faible pour un immigré que pour un non-immigré. Alors ça m'amène à une considération quand même, puisque j'ai dit immigré, je voulais vous montrer quelques petites choses. J'ai des chapitres dans mon livre sur un point qui est important, c'est la question j'appelle ça de la mixité, c'est-à-dire de la manière dont les unions se forment entre les immigrés et des non-immigrés. Là, je vous ai mis, je vais un peu insister, mais c'est juste l'allure générale que vous allez voir. J'ai mis j'ai regardé les couples où il y avait au moins un immigré. Et parmi eux, j'ai regardé dans quel cas cet immigré était en couple avec un non-immigré. Ce n'est pas un mariage, hein, c'est couple, donc c'est toutes les formes de cohabitation qui sont prises ensemble. Et vous voyez, un très grand changement là aussi qui s'est produit, c'est-à-dire que pour les plus âgés, les sans diplôme ne se mêlaient pratiquement pas avec la population. Il y avait très peu la proportion d'union mixte est inférieure à 10%. Et puis vous voyez que ça a beaucoup progressé. Désormais, il y a une proportion, et elle est de plus en plus forte cette fois-là, à mesure que le diplôme a augmenté, et les immigrés qui arrivent sont de plus en plus diplômés. Donc pour les jeunes générations, on a une forte mixité, et ça continuera. Voilà une statistique qui est une statistique de l'INSEE qui vous montre une préfiguration de l'avenir. L'INSEE a classé les naissances en France. C'est des choses là qui sont disponibles sur Internet. Bon, je sais bien que le site de l'INSEE, il faut un peu patauger pour trouver les données qu'on recherche, mais une fois qu'on a un tout petit peu tapé naissance, immigration, etc., on obtient un tableau de ce genre. Alors il faut un peu ensuite bricoler, mais l'essentiel, je vais vous le montrer sur ce tableau, c'est j'ai pris la couleur bleue pour immigrés et la couleur rouge pour les non-immigrés. Et ce que vous voyez, c'est les naissances en fonction du fait que les parents et les grands-parents sont ou ne sont pas immigrés. Quand vous avez, par exemple, en haut, du côté de la mère, 3 bleus, ça veut dire que la mère est immigrée et ses 2 parents sont étrangers, ils ne sont sans doute même pas immigrés. Puis à l'inverse, quand tout est rouge, c'est que la mère est non immigrée et que ses 2 parents ne sont pas immigrés. Vous voyez la même chose pour les hommes, hein, dans la ligne du haut.
Et du coup, vous avez tous les types de naissances. Et si vous regardez les extrêmes, vous voyez que 10% actuellement des naissances. Alors, c'est le tableau de 2012, mais les tableaux sont à peu près les mêmes maintenant depuis 4 ou 5 ans. Vous voyez que 10% des naissances en France sont des naissances dont les deux parents sont immigrés, bien sûr, les grands-parents. Et à l'autre bout, vous voyez que 60% des naissances, c'est des naissances dont les deux parents et les 4 grands-parents sont non immigrés. Mais 60 plus 10, ça fait 70. Et tout le reste du tableau, 30%, c'est des personnes qui ont des ascendances mixtes. Et c'est ça la mixité qui est en train de s'installer, qui au fond est déjà ancienne, mais qui est de plus en plus visible en France. Et dans le livre, j'ai fait un petit calcul pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en serait à la prochaine génération si la migration continuait au rythme actuel, qui n'est pas un rythme tout à fait intense. Eh bien, on arriverait à une moitié d'enfants qui auraient au moins un grand-parent ou un parent d'origine immigrée. Mais ça ne sera pas non plus les mêmes parents et les mêmes grands-parents. Ils seront, par exemple, beaucoup plus diplômés que que les grands-parents de la génération actuelle. Donc, vous l'avez vu, il y aura plus d'unions mixtes, donc il y aura un plus grand nombre, justement, d'enfants qui viendront de ces unions. Alors, j'insiste sur ça parce que ça montre l'inanité de certaines revendications politiques actuelles, notamment quand vous entendez parler de la peur du grand remplacement. Vous avez dû entendre parler de ça. Ça n'a pas grand sens. Il n'y a pas... le grand remplacement, c'est comme s'il n'existait que 2 populations totalement différentes, celle des bleus et puis celle des rouges. Mais le fait est que les 2 populations se mélangent et on va vers un monde mixte. Alors ce qui se passe en France est assez rapide, mais la même chose est en train de se passer aux États-Unis. Et quelque part, ça a aussi compté dans l'élection de Trump. C'est-à-dire c'est une réaction souvent, et ça a été le cas pour Trump, de ce qui est en train presque de devenir une minorité, c'est-à-dire les blancs, enfants de blancs aux États-Unis, contre le fait que les unions mixtes augmentent. Elles ne sont pas à ce niveau-là aux États-Unis, c'est plus faible, mais on a des bonnes données, notamment le Pew Research Center montre que c'est en croissance assez rapide. Donc on va vraisemblablement vers un monde qui sera beaucoup plus mélangé du point de vue des origines, et sans doute c'est une des raisons des crispations actuelles, c'est la peur de sortir d'un monde où au contraire les populations étaient relativement séparées, typées, et maintenant on va vers un monde où il y a de plus en plus de cas intermédiaires d'origine mixte. Je vais dire un mot de la fécondité, puis je terminerai lesquels. Oui, je vais passer, c'est un sujet un peu compliqué, mais je vais juste montrer ce graphique-là qui va faire écho à ce qui a été dit. Alors c'est toujours le même principe, j'ai regardé quel était le niveau d'éducation des femmes comparé aux hommes, vous voyez, âge par âge. Et la ligne rouge indique quand il y a égalité. Quand on est au-dessous de la ligne rouge, ça veut dire que les hommes sont plus éduqués que les femmes. Et quand on est au-dessus, c'est l'inverse. Et vous voyez ce qui s'est produit, c'est un retournement, c'est-à-dire que les femmes âgées étaient, plus exactement, c'est l'inverse, c'est les hommes. Les hommes âgés, la première ligne que vous voyez, la première rangée, vous voyez que c'est les hommes sans diplôme. Eh bien, les hommes sans diplôme sont moins fréquents que les femmes sans diplôme pour les plus âgés. Et maintenant, ils sont devenus nettement plus fréquents. Vous voyez qu'il y a maintenant, comparé aux femmes, dans la classe d'âge 25-30 ans, il y a 40% de plus d'hommes sans diplôme. Et vous voyez que pour les diplômés, le bac plus, c'est l'inverse. Dans les générations anciennes, les hommes étaient beaucoup plus diplômés, c'est le vert foncé que vous voyez tout en haut, et puis progressivement ça s'est dégradé assez vite, et maintenant les hommes sont 40% moins diplômés que les femmes en termes d'études après le bac. Il y a là-dedans un retournement formidable dans la société française. Et ce retournement, et ça a été dit aussi, n'a pas été suivi d'effet sur le terrain. C'est-à-dire que quand on regarde les professions et les emplois des hommes et des femmes, ce n'est pas sensible. Autrement dit, les femmes sont sur des emplois qui sont souvent inférieurs à ceux des hommes. Et qui plus est, les couples continuent à être des couples relativement déséquilibrés de ce point de vue-là, mais c'est en train de changer.
Et maintenant, dans les couples les plus jeunes, on commence à avoir une majorité de femmes plus diplômées que leurs hommes. Et vraisemblablement, on évoluera, si on poursuit les tendances actuelles, vers des femmes qui auront, en plus de cela, une position, un emploi qui sera à un meilleur niveau que l'emploi de l'homme. Donc ça sera un très gros changement dans la société, parce que dans un couple, c'est celui qui gagne le plus, celui qui a l'emploi le meilleur ou le plus sûr, qui finit quand même par apparaître le chef de ménage, comme dit l'INSEE. Et donc, on va vers un bouleversement. Et si ce bouleversement n'a pas lieu, ça entraînera à nouveau une très grande frustration du côté, cette fois-là, la moitié de la population, des femmes qui n'auront pas pu accéder à des emplois auxquels leur diplôme donnait tout à fait droit. Alors, je vais passer là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué, c'est des histoires de fécondité. Mais je vais terminer par ce que je vous avais annoncé, vous montrer un problème d'accumulation des inégalités. Alors là, je vais vous montrer ça au niveau de la France entière, avec des cartes. C'est des cartes, j'ai travaillé ces cartes-là à partir des données pour chacune des 36 500 communes françaises. Donc c'est des cartes très fines, ou parfois simplement des 4000 cantons quand les données n'étaient pas disponibles. Mais c'est des cartes qui sont très fines sur le territoire, et je vais vous montrer qu'il y a des très grosses différences sur le territoire français et que la politique actuelle reflète une partie de ces différences. Là, je vous ai mis les revenus, alors c'est un peu mystérieux, c'est du langage de statisticien, du premier décile. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier décile? C'est le revenu à partir duquel on est dans les 10% les plus pauvres. Donc c'est vraiment, on est en queue de distribution. Et je vous ai mis, vous voyez, les valeurs. Quand c'est bleu foncé, c'est 4 000 € par mois. C'est un revenu par individu. Et quand on est dans les plus bruns, c'est 12 000 € par mois. C'est pas du tout la même chose d'être pauvre, pas par mois, par an. Là, ce que j'ai entendu dire de certaines fonctions politiques, là, on sort du cadre. Bon. Et c'est quand même du simple truc. Autrement dit, en France, sur le territoire français, les pauvres ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans le Languedoc ou quand vous êtes sur le nord de la France, vous êtes réellement pauvre. 4 000 € par an, c'est un peu plus de 300 € par mois. Quand vous êtes en Vendée, par exemple, qui est un moment intéressant, mais aussi en Savoie, vous avez 1 000 € par mois par individu dans un milieu rural. Je pense que c'est pas la richesse, bien sûr, mais c'est supportable. Et donc, c'est tout à fait différent comme... Alors, faites pas attention à la Corse dans les cartes, j'espère qu'il n'y a pas trop de Corse dans l'assistance, mais les données corses sont un peu fragiles. Il y a une formule des statisticiens qui disent en métropole, sur le continent, on passe le recensement. Mais en Corse, on négocie le recensement. Donc, on fait des chiffres un petit peu différents. C'est triste d'ailleurs, parce que quand la Corse a été annexée à la France, c'était une des régions qui était les plus alphabétisées de la France. C'était le niveau culturel de la Corse, c'était tout à fait important. Il y a vraiment eu une négligence, là je vous fais rire avec l'anecdote, mais par derrière, il y a quelque chose qui est sérieux. Il y a vraiment une négligence de la France métropolitaine envers la Corse, qui justifie d'une certaine manière certains des mouvements qu'on voit en Corse. Donc vous voyez qu'on a une carte très tranchée. Si vous prenez là, je vous ai mis le taux de chômage des hommes de 25 à 50, presque toutes les cartes de taux de chômage, hélas, sont très voisines. Vous voyez qu'à nouveau, on a une zone de fort chômage, qui à l'époque dépassait 13% dans le Languedoc ou dans le nord de la France, et tombait au-dessous de 4%. À nouveau, vous voyez, dans toute cette France profonde de l'Ouest, ou bien du sud du Massif central, ou bien dans la zone Rhône-Alpes, il y a là à nouveau des très grosses différences sur le territoire. C'est pas nouveau, voilà une carte du chômage en 82, il y a des petites différences, mais vous retrouvez les deux grandes masses, plutôt régressées justement sur la côte atlantique, mais à part ça, les cartes sont les mêmes. Là, je vous ai mis les jeunes qui n'ont aucun diplôme. On les a vus sur d'autres graphiques, mais là, vous les voyez dans l'espace, vous voyez où ils sont. Et vous voyez qu'on a une France très particulière, puisque
Dans les zones brunes, c'est plus de 16% des jeunes qui sont sans diplôme. Dans les zones bleues foncées, c'est moins de 6%. À nouveau, ce n'est pas la même jeunesse. Et puis, je vais encore vous montrer autre chose avec les familles monoparentales. Et là aussi, vous voyez que dans certaines zones, c'est moins de 10%, et dans d'autres, c'est plus de 20%. Alors, vous sentez que tout ça est plus ou moins lié, mais c'est pour vous montrer différents aspects des inégalités, et comment, quelque part, ils se commandent aussi les uns les autres. Quand vous êtes sans diplôme, vous avez vu, vous êtes plus souvent au chômage. Quand vous êtes au chômage, on sait que les ruptures familiales sont plus importantes, donc le risque d'être en famille monoparentale. Donc les choses se tiennent à peu près, hélas, les unes les autres, s'épaulent, si on peut dire, les unes les autres, et elles conduisent aussi, c'est la dernière carte, à des grosses différences cette fois-ci, alors d'inégalité au sens, et on y arrive enfin, au sens qu'on emploie d'habitude pour mesurer ce terme, c'est on compare, alors à nouveau c'est un langage, c'est le langage précis qui est en dessous, mais je vais vous le dire peut-être plus simplement, on compare quel est le revenu à partir duquel on est dans les 20% les plus riches au revenu à partir duquel on tombe dans les 20% les plus pauvres. Donc quand on fait le rapport de ces deux-là, on a un indice que vous voyez ici. Quand il est 2, ça veut dire que vous passez parmi les 20% les plus riches avec un revenu 2 fois supérieur à celui auquel vous seriez si vous tombiez dans les 20% les plus pauvres. Ça prouve qu'il n'y a pas une très grosse différence malgré tout. C'est l'équivalent dans des pays comme les États-Unis, c'est des valeurs qui sont 7 ou 8. Ce n'est pas du tout des valeurs aussi faibles, ou en Angleterre aussi. De ce point de vue-là, encore actuellement, la France est un pays relativement dans la moyenne des inégalités des pays développés, mais pas très fortement inégalitaire comme les pays anglo-saxons, même un pays comme l'Irlande d'ailleurs. Et puis, vous voyez que là, c'est 2, mais vous voyez que ça monte, et regardez, vous avez des zones où c'est presque de 1 à 4, et à nouveau, vous remarquez que c'est des zones qu'on a déjà vues, et si je vous mets toutes ces cartes ensemble, vous voyez qu'elles se ressemblent toutes. Et donc, ces inégalités se renforcent les unes les autres, et donc, quelque part, il y a un véritable problème en France, qui est un problème territorial. Et j'étais sidéré qu'au moment de la réforme des régions, où on a redéfini les limites des régions, on soit intéressé à cette question qui est futile, et pas à des questions sociales, comme celles que je vous montre, qui sont des questions extraordinairement importantes, où on voit qu'il faudrait des politiques particulières dans certaines régions. Il y a certaines de ces politiques particulières, mais il y a une tendance de l'État, au fond, central, de l'État jacobin, comme on dit quelquefois, à ne réserver une égalité de traitement sur le territoire, mais cette égalité de traitement, vous le voyez, aboutit à de grandes inégalités. Donc, quelque part, il faudra un jour repenser les politiques à mener localement. Alors, ce que j'ai fait, comme j'ai 5 cartes qui se ressemblent, il y a une technique statistique qui permet de tirer qu'est-ce qu'il y a de commun, pourquoi est-ce qu'elle ressemble. Alors, vous avez l'impression, celle du milieu, en haut, vous voyez, celle des revenus les plus bas, elle est l'inverse des autres. Mais oui, mais parce que j'ai simplement un codage qui est le même pour rendre les choses compréhensibles. C'est plus c'est rouge, plus c'est fort, plus c'est bleu, plus c'est faible. Donc là, c'était une question de faiblesse de revenus, mais la carte est la même. Il suffirait d'inverser la légende. Donc les 5 cartes se ressemblent beaucoup. Et quand on fait, c'est un petit peu de calcul de synthèse, on obtient une carte comme ça, vous voyez, ça c'est par canton, alors c'est un peu mélangé. C'est pour ça que, comme les autres cartes, on fait ce qui s'appelle un lissage, c'est-à-dire on fait comme si on dessinait cette carte sur du papier buvard. Alors ça commencerait les jaunes se rejoindraient un peu, elles s'égaliseraient un peu, et ça rendrait l'ensemble lisible. Voilà ce qu'on obtient. Et c'est là, ça va être tout à la fin, la dernière chose que je vais vous dire. Cette carte-là, je la connais bien, et vous la connaîtrez, et vous la reconnaîtrez quand elle va apparaître. La voilà, c'est la carte du Front National. Donc, quelque part, il n'y a pas de secret si énorme que cela. Alors, on me dirait, mais donc, c'est les pauvres qui... Non, c'est pas exactement cela. Il y a de très bons travaux des groupes de Sciences Po qui travaillent sur les questions électorales, qui est notamment d'une chercheuse, Nona Mayer, qui montre que les plus pauvres, ils s'abstiennent, ils ne votent pas.
c'est plutôt les personnes qui vivent au contact de la pauvreté ou qui craignent ou qui craignent que ça arrive à leurs enfants. On est plutôt dans ce schéma-là, et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est ces zones-là justement qui sont les plus concernées. Alors vous me direz, ben ça y est, c'était aussi simple que cela, le vote pour le Front National serait simplement l'expression d'un malaise social. C'est pas si simple que ça, parce que si vous regardez bien, c'est le danger des cartes, si vous regardez bien, elles sont pareilles en termes de province ou en termes de grandes régions. C'est vraiment, alors bien sûr pas la Corse comme d'habitude, mais pour le reste, sauf, il y a une très grosse différence. Vous voyez qu'il y a des points qui sont bleu foncé sur la carte du Front National, et les mêmes points sont au contraire en couleur plus forte. Comme on dit, il y a une inversion qui se produit, et les points, c'est les villes. Et ce qui se passe dans les villes et dans les grandes villes, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire. Et ça complique les choses à nouveau. Et vous voyez aussi l'intérêt de ne pas en rester à un constat trop simple. Là, on a le moyen, si j'avais fait une carte par département, comme vous en avez vu passer, je n'aurais pas vu ça. Donc c'est parce que les données sont des sortes de big data, alors là aussi très accessible, on va sur le site il y a un site qui s'appelle, il y a un site pour les données du gouvernement, mais aussi sur le site du ministère de l'Intérieur, on a les résultats de toutes les élections. D'ailleurs, ceux qui sont enseignants, ces données-là sont vraiment un très bon matériel, elles sont facilement accessibles, c'est des tableaux Excel, on peut en extraire des bouts, et ça permet de travailler sur, au fond, des éléments qui sont des éléments réels de notre vie politique, et puis dans le cas du recensement de notre vie sociale. Donc vous voyez qu'il se passe autre chose dans les villes. Or les villes, elles n'occupent pas beaucoup de place sur la carte, mais dans la population, c'est énorme. Donc Paris occupe une toute petite place, mais avec ses 2 millions d'habitants, la surface de Paris, c'est la surface de certaines communes des Alpes qui, elles, ont des communes de montagne qui, elles, ont 1000 habitants. Donc 2000 fois moins. Donc il y a un effet sur la carte de déformation. On ne voit pas les grandes masses, on voit les phénomènes régionaux comme ceux dont je viens de parler, mais en termes de grande masse, le comportement des villes, vous le voyez, est différent et ça représente beaucoup de monde. Alors, il y a des techniques qui permettent de corriger ce défaut, mais ça fait des cartes assez laides. J'en ai ce qu'on appelle des anamorphoses. Certains d'entre vous ont dû en voir, mais je ne vais pas vous infliger cela. Simplement, quand on regarde les villes, voilà, on s'aperçoit, je vais juste vous montrer une série de courbes, on s'aperçoit que, effectivement, ce que je viens de vous dire pour les régions en général s'inverse. Là, je vous ai mis la proportion de vote FN selon la population des communes. On passe, vous voyez, 2500 habitants, 22 000. C'est une échelle qui n'est pas une échelle régulière, parce que sinon, il faudrait aller jusque dans la rue à côté. C'est une échelle qu'on appelle logarithmique, c'est multiplicatif. Vous voyez, on multiplie pratiquement par 10 à chaque fois. Et, par contre, dans le vote, il est en échelle normale, 10, 20, 30%. Et vous voyez qu'effectivement, plus on passe de petites communes à des grandes communes, et en plus de ça, alors carrément à Lyon, Paris, Marseille, au-dessus de 200 000 habitants, plus le vote FN est faible. Or, quand vous regardez les autres paramètres, voilà le taux de pauvreté, par exemple, vous voyez qu'il augmente. Donc ça entre en contradiction avec ce que je vous ai montré au niveau régional. Donc il y a quelque chose d'autre, parmi beaucoup d'autres, qu'il faut creuser. Quand vous regardez le chômage des jeunes, vous voyez qu'il a plutôt tendance à augmenter avec la taille des villes. Quand vous regardez les familles monoparentales, vous voyez que leur proportion est beaucoup plus importante, et ça s'explique d'ailleurs dans les villes, d'autant plus que les villes sont grandes, parce qu'une mère de famille monoparentale, parce que c'est dans 95% des cas des mères et pas des pères, il faut qu'à la fois elle puisse s'occuper de sa famille et avoir un emploi ou rechercher un emploi, donc elle ne peut pas se permettre des déplacements longs. Donc les familles monoparentales sont plutôt localisées au détriment de leur logement, au voisinage ou dans des grandes agglomérations. Si vous prenez même les jeunes sans diplôme, vous voyez qu'il y en a plutôt moins dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc vous voyez qu'on entre, que les choses s'inversent et rendent l'interprétation de ce vote beaucoup plus compliquée. Alors je n'insisterai pas, ce n'est pas le sujet de la conférence. Le sujet est plutôt de montrer comment avoir beaucoup de données, avoir des big data,
permet d'enrichir la connaissance de notre société, permet aussi de poser des questions et de les poser en profondeur. Et je vais terminer par deux, peut-être même 3 petites cartes qui vont à nouveau vous montrer, vous plonger peut-être dans une certaine perplexité, à moins que vous le sachiez déjà. Et ces cartes-là, ça représente les votes en faveur du Front National aux élections européennes. Et vous voyez, c'est la région parisienne. Vous voyez ici Paris, vous connaissez le bois de Vincennes. Vous devez être par ici, hein, je pense, dans le Val-de-Marne. Là, vous avez la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines. Et puis en haut, vous voyez un gros bout du département de l'Oise. Et vous voyez, les contrastes sont absolument énormes dans l'agglomération parisienne. On passe de moins de 12% à plus de 40% aux dernières. Alors, c'était la même chose au régional, c'était la même chose aux élections départementales. Il y a une très grosse stabilité dans l'espace de ce vote. Et vous direz, mais il y a quelque chose que j'ai oublié dans tout ce que je vous ai montré. C'est la présence des immigrés. C'est très souvent comme ça qu'on explique le vote pour le Front National. Donc, j'en ai pas tenu compte. Alors, où sont les immigrés dans la région parisienne? Où résident-ils? Eh bien, c'est ça leur carte. Vous voyez qu'ils sont... plus on s'éloigne de Paris, plus leur proportion est faible. Et plus on va vers le centre de Paris, ou bien vers la première couronne, mettons, par exemple, on voit bien en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans les Hauts-de-Seine, aussi dans le nord de l'Essonne, aussi dans l'est des Yvelines, plus la proportion d'immigrés est importante. On se dessine même un peu la vallée de la Seine du côté des Yvelines quand on s'éloigne. Et du coup, vous avez le paradoxe suivant, c'est que la règle, quand vous regardez ces deux cartes, c'est que plus il y a d'immigrés qui résident, moins on vote pour le Front National. Là, vous avez un paradoxe sérieux et vous avez de quoi nourrir votre réflexion. Alors vous me direz, oui, mais par derrière, c'est sans doute une question de pauvreté, de revenus, parce que plus on s'éloigne de Paris, plus on est pauvre. C'est pas vrai, et ça sera ma dernière carte tout à fait. Voilà la carte des revenus médians en 2012. C'est pas la carte des revenus médians, c'est le taux de pauvreté. Mais enfin, c'est fabriqué à partir du revenu médian, c'est le taux de pauvreté. Vous voyez que c'est pas du tout la même structure. Vous voyez que vous avez une zone de pauvreté qui part de l'est de Paris, qui prend bien sûr toute la Seine-Saint-Denis, qui prend le nord de l'Essonne, puis une zone qui est une zone où la pauvreté est beaucoup plus faible, qui est au fond cette zone périurbaine, puis ensuite, quand on s'éloigne vraiment, la pauvreté redevient importante aux frontières de l'Île-de-France et dans les départements voisins. Ce n'est pas du tout la même structure, voyez-vous, que cette opposition très forte qu'il y a entre le pourcentage d'immigrés et le pourcentage de vote FN. Voilà, j'espère que ça vous donnera à penser toutes ces... Et je suis ouvert à des questions sur ces sujets très larges que j'ai balayés souvent un peu rapidement. Merci de votre attention, vous avez été exemplaire. Bonjour. Tout à l'heure, vous nous avez montré le taux de chômage pour les femmes et où il était à un moment inférieur à celui des hommes. Donc il y avait une inversion. On peut peut-être souligner que c'est peut-être dû qu'elles prennent des postes un peu moins payés ou qualifiés. Est-ce que c'est dû à ça? C'est dû à? Est-ce qu'il y a moins de taux de chômage parce qu'elles ont pris des postes moins qualifiés et moins bien payés? Du temps partiel. En fait, ça devrait être l'inverse, puisque vous l'avez vu que les postes moins qualifiés avaient un chômage plus élevé. Donc on pensait au contraire que et ça a été, ce que vous dites était tout à fait juste jusqu'à il y a environ 2 ans. Et maintenant, c'est parce que, c'est un peu ce que j'ai indiqué, c'est parce que vous l'avez vu, majoritairement les femmes sont dans le secteur tertiaire. Et les hommes ils ne sont pas majoritairement, mais disons le secteur secondaire, c'est-à-dire les ouvriers, sont beaucoup plus masculins. Et c'est dans le secteur secondaire que le chômage s'est développé plus fortement. Donc quelque part, du fait au fond, de leurs emplois administratifs, vous avez raison, souvent peu qualifiés, les femmes ont été un peu moins exposées au chômage. C'est aussi le fait qu'elles aient progressivement, du fait qu'elles sont beaucoup plus diplômées maintenant, elles accèdent dans les jeunes générations à des emplois
de plus en plus qualifiés. Il y a aussi ça qui est en marche. D'autres questions, madame? Et puis après, c'est monsieur derrière. Est-ce que vous avez connaissance de politiques au pluriel de l'éducation nationale qui tiendraient compte clairement des inégalités répertoriées? Oui, il y a des... peut-être que ce micro marche, non? Oui. Oui, il y a, vous connaissez comme moi, il y a les politiques des aides, des zones d'éducation prioritaire, mais vous savez qu'il y a un rapport qui est rendu qui montre que l'effet est très faible. Bon, il y a des petites... il y a un peu moins de non-moyenne d'enfants par classe, et un peu plus... Enfin, c'est vraiment à la marge. Et pour répondre, il n'y a pas véritablement de prise en charge de ce problème. Alors, il y a un effort qui a été fait, c'était lorsqu'on a redéfini ce qu'on appelle maintenant les quartiers prioritaires, où là, ils ont été redéfinis à partir des seuils de pauvreté au sein de l'agglomération. Donc, il y a un outil qui maintenant est disponible, mais on se heurte à ce que j'ai signalé, qui est la sacro-sainte notion d'égalité territoriale. C'est-à-dire qu'il faut que tous les Français soient égaux devant la loi, mais c'est un très beau principe, bien sûr. On s'aperçoit qu'il n'est d'ailleurs pas toujours observé dans les moments les plus récents par les hommes politiques, mais pour les questions d'éducation, ça c'est plutôt un obstacle. Et vous savez aussi que là, il faut remuer beaucoup de choses, parce que on a tendance, l'éducation nationale, à envoyer les plus jeunes professeurs dans les zones d'éducation prioritaire, donc ceux qui sont moins chevronnés. Alors, comment faire? Il y a des politiques de primes. Dans d'autres pays, c'est quand même de cette manière-là qu'on a pu lutter en partie contre la sous-éducation de certaines zones. Et ce que vous avez vu aussi, c'est que le problème est plus large que les quartiers prioritaires. Je crois qu'on voit ça sous forme beaucoup plus actuellement de cités, de quartiers prioritaires, mais vous avez vu qu'ils touchent des régions entières. Là, on est face à un véritable problème, et un problème qui tient aussi à un certain désengagement de l'État dans ces régions. Donc là, la question est posée, mais j'espérais que à l'occasion de ces élections, les questions d'éducation viennent sur le devant, parce que c'est des questions fondamentales. Vous avez vu les paradoxes que soulève cette question d'éducation, et ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les programmes politiques. Il y a des bonnes intentions comme toujours, mais je n'ai pas vu de mesures qui soient vraiment des mesures fortes concernant l'éducation, y compris d'ailleurs, je l'ai signalé en passant, mais concernant tout ce qui touche à la formation continue ou permanente, qui est un vrai problème en France, comme vous savez. Alors, il y a l'ensemble de l'argent qui va à la formation permanente en France, c'est 32 milliards d'euros pour l'année dernière. C'est quand même une belle somme. Mais ces 32 milliards disparaissent dans des tas de petits canaux. Il y a des formations intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est assez peu rentable. C'est aussi qu'on n'a pas intériorisé l'idée que, au fond, il s'est produit un changement très fort. C'est que les techniques maintenant, alors qu'on vit plus vieux, les techniques évoluent plus rapidement. Et donc, on est jeune encore à peut-être 50, 55 ans, mais votre savoir est obsolète si vous l'avez acquis à 20 ans. Et donc, il faut très souvent passer par un réapprentissage, et souvent même par une autre formation. Dans un pays comme la Suède, on le cite en exemple, mais on peut le citer sur beaucoup de points. En Suède, quand vous prenez un temps de formation permanente, vous êtes obligé d'en prendre la moitié dans un métier qui n'est pas le vôtre. Autrement dit, vous acquérez plus de capacités dans votre métier, mais surtout, vous acquérez la possibilité, si votre métier devient peu pratiqué, ou si n'est plus un métier vraiment utile économiquement, vous avez au fond une roue de sauvetage, une bouée de sauvetage. Vous vous rabattez sur votre seconde formation, et même des pays qui ne sont pas spécialement sociaux comme l'Angleterre ont des formes de ce genre-là. Ça veut aussi dire que la formation
permanente dans ces pays, c'est pas simplement quelques semaines par an ou bien quelques jours pris tout au long de l'année, c'est 6 mois ou 1 an en Angleterre, ça s'appelle les Red Brick Universities, c'est des universités de second rang, mais qui font très bien ce type de boulot. D'ailleurs, le couplage université ou lycée technique et formation permanente, c'est une sorte d'évidence et il est très peu pratiqué. Il y a des efforts qui sont faits actuellement. Il y a aussi il y a des lois notamment sur la possibilité justement d'accumuler les droits à la formation qui sont intéressantes, mais on n'arrive pas à passer de l'idée de formation permanente à l'idée de seconde carrière. Et cette idée de seconde carrière, en plus de ça, libérerait l'éducation nationale. Vous avez vu sur les graphiques que j'ai montré à quel point, au fond, nos jeunes sont très longtemps en formation. Si vous prenez les pays, justement, prenez un pays comme le Danemark. Au Danemark, arrivé à 20 ans, 60% des jeunes sont déjà au travail, parfois à mi-temps, mais et sachant que, vers 30, 35, 40 ans, ils seront à ce moment-là, ils iront prendre un temps de formation assez long qui ne sera pas forcément dans leur discipline. C'est des choses qui sont bien calibrées dans certains pays. Un pays comme la Finlande a fait des réformes intéressantes et au fond, il montre bien l'inverse de ce qu'on fait en France. C'est-à-dire la question sempiternelle de l'âge au départ en retraite s'est posée en Finlande comme en France. Et donc, les Finlandais n'y ont pas répondu de la même façon qu'en France. Ils se sont dit, si on veut reculer l'âge à la retraite, il faut qu'on travaille sur la formation des seniors, de façon à ce qu'ils travaillent un peu plus longtemps dans de bonnes conditions. Alors, un premier programme, il y a 10 ans, a été lancé pour une formation des seniors prenez les seniors à partir de 50 ans. Et il faut bien dire, ça n'a pas bien marché. On n'est pas vraiment arrivé les Finlandais ne sont pas arrivés à orienter les seniors vers des disciplines, des emplois, des compétences très différentes de celles qu'ils avaient acquises. Et donc, dans un second temps, ils ont dirigé ces formations pour des personnes qui avaient de 40 à 45 ans. Et là, ça a très bien marché. Et une fois que ça a très bien marché, ils ont eu assez peu de difficultés avec l'opinion à faire reculer l'âge de la retraite. Parce que c'était préparé. En France, la personne qui a 60 ans, ça veut dire que sa formation a 40 ans. En Finlande, avec ce nouveau système, ça veut dire que la personne qui a 60 ans, sa formation, elle a entre 15 et 20 ans d'âge. Ce n'est pas du tout la même attitude vis-à-vis du travail. Bien sûr, je résume, il y avait d'autres conditions autour, mais c'était une bonne articulation entre la question de la formation et de l'éducation d'un côté, et puis la question de l'emploi de l'autre. Mais nous, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à reculer l'âge de la retraite comme ça, sans s'occuper du niveau de formation des personnes qui sont susceptibles de prolonger leur durée au travail et qui souvent n'ont plus la formation nécessaire pour ce prolongement. Oui, puis il y a des âges où on ne fait pas la même chose à 65 ans ou à 45. Exactement. On peut être encore tout à fait capable, mais voilà, on n'a plus l'âge là, effectivement, surtout. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est ce genre de choses. Je suis à quelques années de la retraite, mais il n'y a rien dans l'entreprise qui me préparerait déjà à continuer au-delà, puisqu'on veut nous encourager à ne prendre la retraite à l'âge dit, parce qu'on va avoir des décotes. Moi, je veux bien. Mais est-ce qu'on me propose quelque chose pour me proposer peut-être un boulot qui conviendrait mieux, comme vous dites, mon savoir comment s'adapter? Et donc, ça serait peut-être bien que je m'oriente, ça serait bien de s'orienter peut-être vers quelque chose pour pouvoir perdurer dans le travail, mais rien n'est fait. Hein. Non, absolument. Et puis l'accumulation des points de formation, ah oui, maintenant on a un beau compte épargne, mais personne pour vous former et vous informer sur ce que vous pouvez faire. Oui, puis aussi, j'insiste, c'est sûr, il y a un état d'esprit différent, mais cet état d'esprit, c'est pas l'état d'esprit de la population, c'est un état d'esprit des responsables au gouvernement, c'est un état d'esprit seconde carrière, c'est-à-dire, et une seconde carrière, vous avez raison de le dire, va être aussi pensée en termes des capacités physiques des personnes qui seront amenées à
à changer de métier, mais c'est presque inéluctable étant donné la rapidité avec laquelle les techniques changent, qu'on soit amené au cours de sa vie à se reformer. Mais ça ne peut pas non plus être laissé. Il y a des entreprises qui l'ont senti, qui le font, mais elles sont minoritaires. C'est aussi une tâche de l'État d'employer ces 32 milliards. Après tout, c'est l'État qui touche. Alors, je sais bien qu'il y a des tas d'arrangements, que les 32 milliards ensuite repartent vers les unions professionnelles, etc. Mais enfin, grosso modo, ces 32 milliards, on sait aussi, c'est un secret de polichinelle, que si on n'arrive pas à réformer, c'est parce qu'ils servent à payer des permanents, et des permanents aussi bien dans les syndicats qu'au MEDEF. C'est ça. Et un économiste qui n'a pas une langue de bois, Christian Saint-Étienne, a dit au fond, prenons acte de ce fait que ça paye des permanents et tout. Il y a 32 milliards, on donne 1 milliard au MEDEF et aux syndicats et on récupère les 31 milliards pour en faire quelque chose de sérieux. Ça, pour moi, c'est un peu cynique, mais après tout, c'est peut-être de bonne politique. Mais enfin, personne n'a suivi la recommandation, si on peut dire, de Christian Saint-Étienne. Non, attendez, il y a une autre question là qui attend, toute au fond de la salle. Levez-vous s'il vous plaît. Oui, alors bonjour. J'ai d'abord une remarque, et puis elle va se finaliser en question. Ma remarque, c'est que, à vous écouter et à vous lire, j'en déduis que, comme l'a dit Yves Lacoste, le géographe français, la géographie, ça sert d'abord à faire les guerres. Moi, je dirais, et d'autres le pensent, la statistique, ça sert d'abord à faire de la politique, et je m'explique. Je reprends un peu la donnée qu'avait reprise la collègue sur la question des femmes. Tout à l'heure, vous disiez que les femmes font des études sont beaucoup plus diplômées aujourd'hui. Alors ok, moi je prends la posture de politicien, je veux dire, ça veut dire simplement que la France, aujourd'hui, tend vers une égalité homme-femme. Mais si je prends une posture de sociologue, là je veux dire, attends, je vais peut-être réfléchir et me dire, c'est peut-être un petit peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi une stratégie, comme l'ont lu les jeunes qui ont rallongé leur temps d'études, de maximiser les chances d'accéder à l'emploi, et peut-être aussi la question de la maternité derrière. Donc on manipule un peu la statistique comme on veut, et là je reviens sur la bonne explication que vous avez donnée sur par exemple ce qu'on a tendance à dire et à résumer par de la discrimination des populations immigrées face à l'emploi, et notamment quand ils sont quand ils ont de hauts diplômes. Là vous l'avez bien expliqué, vous avez dit aussi ce qu'on appelle Bourdieu le capital social. Il y a aussi des entraves qui sont autres que celles de la discrimination. Et j'en arrive à ma question. Il me semble que vous êtes l'un des plus fervents opposants à la statistique ethnique. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 ou 3 mots et voir à quel point ça aurait pu être un danger avec la création de la Comed et l'utilisation de ce type de statistiques en France? Merci. Alors, d'abord, sur le premier point, vous avez tout à fait raison. Et au fond, j'aurais dû le dire, c'est d'ailleurs un parallèle que je fais d'habitude. Effectivement, ce qu'on pourrait appeler, mais c'est pas péjoratif, mais la suréducation des femmes par rapport aux hommes, c'est une réaction du même type que celle des jeunes par rapport à la crise qui a commencé en 1974. C'est, puisqu'on a une difficulté à trouver un emploi, accumulons les diplômes, ayons plus de diplômes et plus d'années d'études derrière nous. Là, vous avez tout à fait raison, je pense que c'est la réponse, au fond, logique aussi dans le système méritocratique français. Alors la question, la statistique ethnique, ça c'est une question qui nous sort un petit peu de l'exposé que je vous ai fait. Après tout, le seul branchement que je verrai sur cette question de statistique ethnique, qui est déjà une première réponse, vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'origines mixtes. Donc, il y a une sorte de difficulté à faire une statistique ethnique. Mais l'argument principal, pour rappeler l'histoire, une commission officielle avait été nommée par Sarkozy au fond, pour mettre en place des statistiques ethniques, et elle avait été confiée à un responsable, un commissaire à la diversité qui s'appelait Yazid Sabeg. Et cette commission, la Comed, que vous avez nommée, comprenait surtout des représentants des ministères, des administrations. Elle était censée donner un avis scientifique. Or, sur les 30 membres, il y avait seulement 4 personnes qui venaient de la recherche ou de l'université. Donc à ce moment-là, je suis assez lié sur ces questions avec Elisabeth Badinter. On a décidé de créer une commission
parallèle, une commission qui fonctionne comme la commission officielle, et qui soit une commission alternative, qui a, on appelait ça la CARCED, une commission pour aussi l'évaluation des statistiques ethniques, mais là on a pris seulement des anthropologues, des juristes, des sociologues, des géographes, on a pris des personnes qui étaient capables, au fond, des politologues, de discuter des conséquences de cette question. Et on a procédé aux mêmes auditions que la commission officielle. C'est pas très dur. Je suis étonné qu'on ne fasse pas plus souvent qu'on ne pratique pas plus souvent ce sport, c'est-à-dire quand une commission ne vous plaît pas, eh ben on en crée une autre. On n'a pas besoin d'attendre que l'État désigne des membres et tout ça. On a fait ça dans la salle de mon labo, c'est pas si difficile que cela. Et chaque fois qu'une personne était auditionnée par la commission, la COMED officielle, on auditionnait cette personne, qui presque toujours acceptait. Donc on avait le même matériel qu'avait eu la commission officielle. Alors ça s'est terminé ça s'est un peu terminé en comédie, parce que la commission officielle devait rendre, je me souviens, c'était un 22 juin, son rapport. Et donc nous, on avait décidé de rendre notre rapport le 22 juin aussi. On lui avait d'ailleurs un titre assez dur, et je m'expliquerai un instant après. On l'avait appelé, le titre de notre rapport, c'était « Le retour de la race ». Donc c'était assez clair. Et puis ce qui s'est produit, donc notre rapport, on l'avait édité aux éditions de l'Aube, et le rapport officiel, ils ne s'étaient pas arrivés à se mettre d'accord. Donc il n'y avait pas de rapport officiel. Donc on s'est trouvé dans une situation bizarre. Il y avait le rapport de la contre-commission, mais pas de la commission officielle. Alors comme on avait quand même quelques espions dans la commission officielle, on a suivi leurs travaux, et leur rapport qui était en préparation est devenu un contre-rapport. Donc ça devenait assez compliqué. Et là-dessus, Sarkozy, au mois de novembre suivant, a lancé ce qu'il avait appelé le grand débat sur l'identité française, qui était en rupture radicale avec l'idée de statistique ethnique, quelque part. D'ailleurs, Yazid Sabeg s'est aussitôt fendu d'un article dans Le Monde en poussant des hurlements à ce sujet. Et en plus de cela, ce débat, comme vous le savez, ce débat incroyable sur l'identité nationale, vous savez il n'avait pas du tout été confié même à quelques chercheurs. C'était les préfets qui devaient mener ce débat, ils devaient organiser des réunions, les sous-préfets aussi, pour définir l'identité française. J'ai le guide, d'ailleurs j'ai publié la liste des questions qu'ils devaient aborder. C'était quand même, comme on dit, un inventaire à la Prévert. Et puis ça a mal tourné, parce que bien sûr ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que la commission a été avec débat sur l'identité. Il y avait un site qui avait été installé et qui a été bombardé par l'extrême droite, par l'extrême gauche, mais surtout par l'extrême droite. Donc au mois de février, Sarkozy a arrêté les frais, et du coup il a demandé à la commission, la COMED, de remettre son rapport dans les 8 jours. Donc elle a remis son rapport. Donc on a les deux rapports, vous pouvez les consulter, et vous aurez une surprise. Les deux rapports ne sont pas très différents l'un de l'autre, en fait, assez curieusement. Je reviendrai sur un des éléments importants de fond, mais sur les rapports eux-mêmes, en fait, la COMED comme la CARCED, donc les deux commissions, sont d'accord pour ne pas demander, pour que ça ne soit pas une question inscrite au recensement, que l'origine ethnique ne figure pas dans les questions posées au recensement. Et nous, comme elle, la CARCED comme la COMED, sont d'accord pour que des chercheurs fassent des recherches en utilisant des catégories ethniques qui créent pour l'occasion. Il y a des très bons exemples. Notamment, on avait auditionné cette excellente recherche qui était faite par René Lévy et puis Thierry Jobard sur le contrôle au faciès, dont je pourrais vous parler plus longtemps, qui est absolument très bonne méthodologie et tout, où là, puisqu'il s'agissait de contrôle au faciès, il fallait bien qu'ils définissent les catégories ethniques. Qu'est-ce qui était arrêté? Alors, ils n'avaient pas simplement défini des catégories ethniques, mais c'était des catégories d'apparence, c'est-à-dire comment, il faut se mettre au fond à la place du policier, comment il va repérer un noir, un nord-africain, et aussi c'était, et on voit réapparaître cette question, c'était aussi sur l'habit, sur est-ce que c'est un jeune de banlieue, est-ce que c'est un costume 3 pièces, est-ce que c'est... En fait,
à l'époque, ces contrôles policiers, à l'époque de Jobard, ces contrôles policiers, c'était soi-disant, déjà c'était le prétexte du terrorisme, c'était soi-disant pour vérifier si les gens ne portaient pas des colis susceptibles d'exploser. En fait, quand Jobard et Lévy ont fait enquête, ils se sont aperçus que les policiers n'arrêtaient pas du tout les personnes qui avaient des valises ou tout ça. Ils arrêtaient 10 fois plus les personnes noires ou les personnes qui avaient un air nord-africain ou les jeunes de banlieue qui avaient une casquette retournée en arrière que les gens qui avaient une valise et un costume 3 pièces. D'ailleurs, vous vous souvenez que dans les tours de New York en 2001, les types qui ont fait sauter les avions, ils étaient en classe de première et en complet veston. C'était pas, faut pas croire qu'on se déguise, enfin qu'on ne se déguise pas quand on a des mauvaises intentions terroristes. Donc, vous voulez, sur cette enquête de Jobard et Lévy, ce qui comptait, il fallait ces catégories ethniques pour pouvoir montrer, et la preuve a été faite qu'il y avait une discrimination très forte déjà. C'est quand même curieux qu'on voit les événements qui arrivent actuellement. Tout le travail a été fait, on sait quelle est la probabilité, l'écart de probabilité pour qu'un jeune noir soit arrêté plutôt qu'un jeune qui a la peau blanche. Donc, et là, ces enquêtes ont été faites, il n'y a pas besoin de statistiques de recensement pour faire ça. Mais si vous prenez une autre question, qui est la question des CV, notamment à propos des CV anonymes, c'est pas du tout les mêmes critères qui vont entrer en ligne de compte. Va entrer en ligne de compte, par exemple, le nom, le prénom, l'origine, le quartier de résidence, toute chose que le flic qui arrête une personne pour le contrôle d'identité ne connaît pas. Donc c'est d'autres critères ethniques, si l'on peut dire, qui sont utilisés. Donc l'idée qu'on puisse caractériser les personnes par des critères ethniques, en général, n'a pas grand sens. Par contre, sur des monographies, sur des emplois particuliers, oui. Alors, le dernier point, c'est qu'on pensait, je dirais que c'était peut-être ce qui, chez nous, a prévalu comme argument, c'est que ça habitue d'établir des statistiques ethniques, ça a l'effet contraire de ce qu'on recherche, c'est-à-dire ça habitue la population à penser en termes d'ethnicité et ça habitue les personnes eux-mêmes à s'assimiler à un groupe ethnique. Ce que vous voyez actuellement aux États-Unis donne quand même bien l'idée de voilà où mènent les statistiques ethniques, parce que les États-Unis pratiquent ces statistiques ethniques depuis, ils ont commencé avec l'esclavage, hein, c'est l'ultime résidu de ce qui s'est passé dans les premiers recensements. Le premier recensement américain de 1783 avait une statistique ethnique, d'ailleurs pour une raison bien simple, c'est que les propriétaires d'esclaves avaient le droit à quelques voix supplémentaires en fonction du nombre des esclaves dans les votes. Donc les esclaves n'étaient pas considérés du tout comme pouvant voter, ils sont rangés dans les questions d'esclavage. Les esclaves sont rangés du côté des biens et pas des personnes, c'est-à-dire ils sont traités comme des biens, comme du cheptel, comme du mobilier. Donc il y a une très très grande ancienneté et au fond les États-Unis ont beaucoup de mal à se sortir de cette question. Et il se trouve qu'après ces commissions, quand on a vu qu'elles étaient à peu près semblables, je me suis associé avec un sociologue, Michel Guévorka, on s'est dit, on va faire une enquête dans les pays, on va organiser des réunions de discussion dans les pays, dans d'autres pays qui pratiquent plus ou moins des statistiques ethniques. Donc on a fait une première réunion et en prenant dans chaque pays, puisque Michel Guévorka était de la COMED, donc de la commission adverse, et puis c'était de ma commission, eh bien on prend dans chaque pays des partisans et des opposants. Et donc on met des discussions. Donc on a fait une discussion à l'université de Columbia sur ce sujet, et sur la partie américaine, c'était été mené par un ancien directeur de ce qui s'appelle le Bureau of Census. Le Bureau of Census, c'est l'INSEE américain. Donc c'est intéressant, c'est lui qui faisait les statistiques ethniques en quelque sorte aux États-Unis, et vous allez être étonné, Kenneth Prewitt, il était opposé, il se demandait comment s'en sortir. Et ce qu'il nous a dit était que c'est très dur de s'en sortir dans un système. Une fois qu'on est entré dans un système de statistiques ethniques, il y a des règlements, des lois, tout ça qui font qu'on arrive très difficilement à en sortir, et puis la population s'habitue à ce système. Donc lui, quand même, Kenneth Prewitt, il avait une méthode, il l'a exposé dans un livre qu'il a publié il y a 2 ans à Harvard University Press,
Le titre est bien, c'est « What is your race ?» Quelle est votre race? Et il a expliqué qu'il y avait peut-être une méthode progressive, c'est pour les États-Unis, pour s'en sortir, pas pour y rentrer, alors qu'il y a des Français qui veulent y entrer. Et pour s'en sortir, c'était d'abord, il a permis, à partir de recensement de 2000 aux États-Unis, on ne coche plus, on a le droit de cocher autant de cases raciales qu'on veut. C'est pas mal, l'histoire de la mixité est là, et ça prend un peu lentement. Mais dans les jeunes générations, on est déjà à 7% de personnes aux États-Unis qui cochent plusieurs cases. Et certaines cochent, aux États-Unis, on peut cocher jusqu'à 5 cases raciales. Et certaines cochent même les 5 cases. Et puis une autre façon, c'est quand la race, par exemple aux États-Unis, la race, vous mettez... il y a ethnicité et race, mais quand vous mettez race, vous avez la case asiatique. Et donc, il est maintenant imposé de préciser, mais ça c'est un peu à la demande des pays asiatiques, de quel pays asiatique il s'agit, parce que les Chinois ne voulaient pas être avec les Indonésiens, avec les Japonais, et tout ça ça datait là aussi de l'époque où les États-Unis importaient des travailleurs chinois pour construire leur chemin de fer à la fin du 19e siècle. Il faut voir aussi qu'il y a des tas de vieilleries, tout ça. Donc vous voyez, c'est un peu cet ensemble de réflexions. Ensuite, on a eu une réunion à Moscou avec les statisticiens qui établissent les statistiques. Alors, c'est pas ethnique, ça s'appelle des nationalités en Russie. Alors là, c'est autre chose. Il y a 183 nationalités reconnues dans la statistique russe. Je vous laisse un peu imaginer. Et il y en a au départ, comme c'est de libre expression, on a l'Institut d'anthropologie et d'ethnologie les condense, mais il y a 3000 réponses différentes qui sont données lors du recensement, avec des n'importe quoi quelquefois. Il y a des types qui mettent martien. Donc, je suis un peu long sur cette affaire, mais j'aurais pu faire une séance entière sur cette question. Monsieur là-bas, oui. Oui, bonjour, je vais revenir sur les statistiques des femmes qui ont plus de diplômes aujourd'hui que les hommes. Oui. Et vous dites ça va peut-être générer des frustrations plus tard si ça ne se retrouve pas dans les emplois. Il y a quand même une dimension que pour moi vous oubliez, qui est la catégorie du diplôme, non pas en Bac+1, Bac+2, Bac+3, mais en littéraire ou scientifique. Et typiquement, si vous faites une école d'ingénieur d'informatique et que vous êtes à Bac+1, vous êtes certain d'avoir un boulot. Si vous faites un doctorat en langue ou en histoire de l'art, vous êtes à peu près certain d'être au chômage. Et comme par hasard, c'est les garçons qui font l'informatique et plutôt les femmes qui font des langues ou l'histoire de l'art. Donc je pense que c'est quand même important de souligner ça dans vos statistiques si vous ne voulez pas gérer la frustration et puis aider le FU. Non, je crois que oui, vous avez raison. Non, vous avez tout à fait raison. J'ai au fond, d'abord, effectivement, je n'ai pas de données précises sur ce qu'on sait. Alors par contre, des statistiques de l'éducation nationale va dans votre sens. Ceci dit, j'ai fait la remarque à propos des hommes ouvriers et des femmes employées, c'est-à-dire ça va dans deux sens contraires selon le niveau de qualification. Là, vous avez tout à fait raison, c'est les hommes qui sont beaucoup plus fréquemment dans les écoles d'ingénieurs, donc dans les métiers techniques et dans les métiers qui ont un rapport à la matière, souvent, trouvent beaucoup plus facilement effectivement de l'emploi que des diplômes littéraires, vous avez totalement raison. Mais ça s'inverse quand on passe dans les classes populaires, comme on dit, où cette fois-là, les ouvriers, ceux qui ont une formation des CAP, des BEP, on le voyait sur certains, je les avais isolés d'ailleurs pour ça, on voyait que ceux qui ont ce genre, ou même des diplômes, même des bacs technologiques, ont, si c'est des bacs technologiques avec la matière, qui ont un rapport, si vous voulez, à la matière, ont plus de difficultés, eux, à trouver du travail. Donc ça joue à ces deux niveaux. Mais pour le niveau diplôme élevé, oui, vous avez raison. Là, il y a un désajustement, et c'est d'ailleurs un problème étrange qu'on ne puisse pas le résoudre. Avant, il y avait une explication au fait que dans les grandes écoles scientifiques, il y avait très peu de femmes. Vous savez qu'actuellement encore à Polytechnique, dans la dernière promotion, il y a 17% seulement de femmes. C'est quand même absolument incroyable. Alors l'explication qui était donnée était que, c'est typique de ce genre d'explication, c'est oui, mais les jeunes femmes, elles s'acceptent encore
une année de préparation, mais elles arrivent au bout de cette année-là, comme elles se marient plus jeunes, etc. Ça y est, c'est fini, elles ne prennent pas une seconde année. C'est vrai qu'il y avait une perte en ligne entre, au fond, ce qu'on appelle les maths sup et les maths spé, ou les hippocagnes et cagnes, mais c'est plus exact maintenant, c'est des mécanismes beaucoup plus profonds qui sont par derrière, qui sont, enfin là, il y a une grosse littérature sur aussi les images, mais peut-être un dernier point, j'aurais pu montrer des cartes dessus. Ce qui m'a aussi intéressé récemment, c'est la catégorie ouvrier elle-même n'est pas... D'ailleurs, on pourrait dire une chose analogue pour les catégories d'ingénieurs, et la catégorie d'ouvrier n'est pas du tout homogène. Quand vous regardez de près, actuellement en France, il reste 22% d'ouvriers dans la population active. Si vous prenez cet ensemble d'ouvriers, seuls 40% sont ouvriers dans l'industrie ou dans les travaux publics. C'est-à-dire c'est plus les mêmes ouvriers que ceux des années 60. 60% d'entre eux sont en fait des ouvriers d'entretien ou des ouvriers des administrations. Et quand vous regardez, là, j'ai des cartes où j'ai regardé où sont les ouvriers qui sont vraiment en contact avec la matière. C'est-à-dire qu'ils sont dans les travaux publics, où résident-ils, ou bien dans l'industrie. Eh bien, la répartition de ces ouvriers en France est devenue plus rurale que celle des agriculteurs. Et elle n'est pas si éloignée non plus de celle des artisans. Autrement dit, vous avez quelque part, et notamment avec les effets de métropolisation, il y a un rejet de tout ce qui a un rapport à la matière, au travail, pas le travail physique, c'est le travail de la matière. Et en revanche, le travail, au fond, le travail plus intellectuel est valorisé. Donc il y a votre question, votre remarque est tout à fait juste pour le haut l'échelle, mais au bas de l'échelle sociale, si on peut dire, ou dans les classes populaires, on trouve des problèmes analogues et qui cette fois-ci sont l'inverse de celui que vous soulignez. Par exemple, les contremaîtres, les contremaîtres, c'est systématiquement les hommes. Hein. Oui, assez souvent. Voilà, monsieur, il a déjà demandé. Merci. Voilà ma question. La manipulation des big data, est-ce que ça ne nous fait pas passer automatiquement du compliqué au complexe, qui est beaucoup plus difficile à manipuler que le compliqué? Et alors donc, je voudrais poser comme question, est-ce qu'il n'y a pas dans toute cette présentation ce que j'appellerais des biais cachés, qui sont justement, si on en tenait compte, ça pourrait éventuellement changer l'explication. Alors je vais vous en citer un possible, par exemple, qui est la régionalisation de la disparition des emplois qui sont robotisables. Alors bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité ça ne l'est pas du tout. Il y a des régions dans lesquelles il reste des emplois qui sont robotisables, il y en a d'autres dans lesquelles ça a complètement disparu, etc. Et des biais comme ça, on peut en imaginer beaucoup. Et alors donc, comment faire pour arriver à tenter d'y voir clair quand on passe du compliqué au complexe, autrement dit? Ouais, donc vous avez tout à fait raison, c'est au fond un peu le sens de l'exposé que je vous ai montré en introduisant des différenciations successives qui amenaient au fond, à revoir les jugements qu'on aurait portés sur l'idée qu'il y avait une seule causalité. Et vous avez raison, alors sur la robotisation, je ne suis pas assez calé pour le dire, mais il se trouve, dans le livre, j'ai fait l'expérience suivante, j'ai essayé de combiner le plus de critères possibles, tels qui mettaient le recensement. J'en ai chanté ses louanges, mais enfin, il est quand même assez limité. Par exemple, vous n'avez pour les professions, vous n'avez que ce qu'on appelle les grandes catégories sociales. Donc, vous n'avez que 6 catégories. Vous ne savez pas qui est médecin, ou bien qui est ajusteur. Mais en combinant quand même, j'avais donc la question j'avais regardé qu'est-ce qui était prédictif du chômage. Parce qu'au fond, la peur des big data, c'est de dire, voilà, une fois qu'on connaît tout beaucoup de choses sur vous, on va dire ce que vous allez faire, on va dire ce que vous êtes et ce qui va vous arriver. Donc j'ai fait un chapitre très sur ce sujet en me disant,
est-ce qu'on peut prédire en fonction des éléments, justement, l'âge, le diplôme, la profession, immigré ou non, être en ménage ou non, etc. Vous avez vu défiler certaines. Est-ce que quand on tient compte de tout ça à la fois, est-ce qu'on peut arriver à dire, ben voilà, cette personne a un très fort risque de chômage et celle-là un très faible? La réponse, c'est non. Et c'est clairement montré dans le livre. On améliore un peu la connaissance de ce qui peut arriver à un individu, mais on l'améliore très peu. J'ai calculé qu'avec tous ces critères-là, qui m'amènent à voir tout à la fin, j'ai séparé la population en 140 000 groupes différents. Et donc on arrive à un grand degré de finesse. Eh bien, on améliore seulement de 10% la prévision de savoir si la personne nommément va être au chômage ou non. C'est très important parce que ça veut dire que les big data ne représentent pas un risque de ce genre-là. Ils représentent un risque quand, pour des opérations plus mineures, quand vous cliquez sur Google, si on veut vous envoyer des réclames, des publicités, des choses de ce genre-là, on peut arriver à une certaine qualité de prévision pour des questions vraiment très très limitées. Mais pour des questions de compréhension du fonctionnement de la société, il n'y a aucune chance que ça puisse permettre d'atteindre le comportement individuel. Mais on rejoint aussi votre remarque, c'est que ce comportement individuel, il est très compliqué, il est peut-être complexe, mais il est aussi compliqué. Chaque individu est compliqué et qu'au fond, ce que permettent les big data, c'est justement d'entrer un petit peu dans cette complexité quand on les applique comme je vous les ai montrés, et donc de se garder ce jugement trop rapide. Il est tout à fait possible que ce que vous dites de la robotisation compte. J'aurais pu vous montrer que j'étais très rapide sur cette histoire de rapport qu'il y avait entre le vote du Front National et les conditions sociales, mais j'aurais pu montrer qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent être amenés en renfort, notamment des éléments, oui, je vais dire un mot là-dessus d'ailleurs, des éléments qui sont la prise en compte de la sociabilité, c'est-à-dire non plus de questions sociales en tant que telles, d'appartenance à une classe sociale, au niveau des questions, mais des questions de avec qui vous vivez, qui est autour de vous, quels sont vos proches, parce que, et c'est ça l'avantage des cartes, c'est que les cartes saisissent quelque chose de particulier, elles saisissent la personne au milieu des personnes qu'elle connaît, parce que, encore très largement, malgré Internet et Facebook, on est lié à des personnes qui résident à proximité, qu'on rencontre, avec lesquelles on a des échanges, qui sont par exemple de votre famille aussi, on a là-dedans, on sait qu'il y a encore une grande... au fond, une grande localisation des personnes, et c'est le cercle immédiat de sociabilité, c'est là aussi où les comportements se fabriquent. Et donc, j'aurais pu vous montrer qu'il y a des différences très anciennes et très importantes de sociabilité en France, et que ces différences correspondent assez bien à des différences d'attitude politique. Et là, vous voyez qu'on entre dans un monde compliqué, parce que j'ai un peu cherché à le montrer, par exemple, quand j'ai montré la question du chômage, quand on tient compte du couple, ou bien quand on tient compte du type de ménage dans lequel la personne vit. Mais dans le livre, j'ai par exemple aussi cherché à calculer quel était, parce qu'on ne peut plus l'atteindre par les données, quel était le risque que dans votre famille proche, il y ait une personne au chômage. Donc un frère ou un beau-frère, ou une belle-sœur ou une sœur, ou bien leurs enfants sont au chômage. Et quand vous avez un taux de chômage assez élevé, ça grimpe très vite. Autrement dit, là aussi ça montre qu'on prend le chômage, qu'au fond, très souvent, on présente la société comme si elle était faite d'une accumulation de Robinson Crusoe, qui sont tous séparés les uns des autres. Mais les sondages font ça, les sondages tirent au hasard des personnes. Donc ils perdent les liens entre les personnes. Or, ces liens expliquent beaucoup du comportement des personnes. Et le fait justement d'être dans une région où, autour de soi, justement dans l'exemple là, dans sa famille agrandie, il y a très peu de chômage, ou bien le fait d'être dans une région où même si le taux de chômage est par exemple, ce qui est élevé, il est de 15%, mais ça a l'air 15%, ce n'est pas la majorité, mais vous pouvez voir dans le livre qu'avec un taux de chômage de 15%, il y a 50% de probabilité d'avoir quelqu'un dans votre famille très proche qui est au chômage. Donc vous avez cette expérience sous les yeux du chômage, des difficultés qu'il amène, et ça ne crée pas du tout le même sentiment localement. Donc pour ça, c'est un peu une défense
de ma pratique des cartes à laquelle je suis. Avec le brassage des populations qu'il y a maintenant, alors ça serait une sorte de mimétisme. Non, oui. D'abord, il y a tout à fait raison qu'il y a du mimétisme, c'est-à-dire que quand, je vais revenir sur le brassage, mais quand les personnes s'adaptent assez rapidement, surtout quand elles arrivent une par une, s'adaptent assez rapidement au lieu où elles ont pris une nouvelle résidence. On a des exemples tout à fait remarquables. Par exemple, il y a des grosses différences, vous l'auriez vu si j'avais eu plus de temps, de fécondité en France, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la question de la proportion des immigrés. Mais vous avez le département le plus fécond de France, c'est la Mayenne, où les femmes ont 2,32 enfants en moyenne. Et l'un des moins féconds, c'est la Haute-Vienne, c'est pas loin, c'est Limoges, et on est à 1,70, c'est pour vous donner l'écart. Eh bien, et plus généralement, dans tout le Grand Sud-Ouest, depuis très longtemps, la fécondité est plus faible, il y a des raisons à cela, et elle est nettement plus forte dans toute une France de l'Ouest, et même plus largement dans un arc nord de la France. Eh bien, les personnes qui sont migrantes du Nord vers le Sud ont moins d'enfants que celles qui sont restées au Nord. Et les personnes qui sont migrantes du Sud vers le Nord ont plus d'enfants que celles. Donc on se comporte, il y a un effet de mimétisme, vous l'avez dit, on se comporte très fortement comme son entourage se comporte. Et j'aime bien, il y a un proverbe sénégalais qu'on m'a cité qui dit « Quand on arrive dans un village où tout le monde se tient sur une seule jambe, le mieux c'est de se tenir sur une seule jambe. » Alors peut-être juste, j'ai beaucoup apprécié votre diapositive sur la mixité ou le brassage, je ne sais pas comment l'appeler, je suis ici, au deuxième rang, ici, là, monsieur. Et qui me fait penser finalement, à, parce qu'on est dans une médiathèque, un best-seller d'un livre pour enfants, Le Petit Jaune. Et c'est plutôt par curiosité que je vous pose cette question, comment la France se situe-t-elle justement dans ce rapport de mixité entre... j'ai envie de dire pour un breton, est-ce que Madame Lebras a autant de chances en France de se marier avec un Lecause ou avec un Daoudi ou je ne sais où, en France ou en Europe, etc. C'est-à-dire comment on se situe et est-ce que des analyses comparatives existent? Oui, il y a des débuts d'analyse là-dessus pour répondre à une autre objection, mais ça va aller dans le sens de ce que vous dites. L'objection qui a été faite à l'idée de la mixité, au chiffre sur la mixité, c'est de dire oui, mais c'est des fausses unions mixtes, parce que c'est des personnes de la seconde génération qui épousent un étranger originaire du même pays. Alors, on a le chiffre maintenant, on sait combien d'unions sont de ce genre, c'est pas très important, c'est important uniquement pour une population, les originaires de Turquie, où là, c'est très important. Mais en dehors de cela, par exemple pour les populations originaires d'Afrique du Nord, c'est de l'ordre de 15%, donc c'est pas énorme. Et sur votre remarque, c'est à peu près la même chose pour, si vous prenez une seconde génération de Bretons, c'est du calcul, on ne peut pas le faire directement, mais on arrive à des chiffres voisins. Mais on arrive à des chiffres voisins parce que les populations, on a parlé, ça me ramène à la question précédente, de brassage. Le brassage, il est beaucoup moins important qu'on ne le croit en France, parce qu'on le mesure avec des taux de migration sur 5 ans. Donc on regarde en 5 ans combien de personnes ont changé de résidence, ont changé de région, de département. Mais si on regarde, c'est beaucoup plus compliqué, sur la vie entière. Alors là, c'est beaucoup, parce qu'il y a des retours très nombreux. Donc là, des gens quittent la Bretagne et ils reviennent et ainsi de suite. Et là, j'avais trouvé un moyen, j'ai publié des cartes dans un des livres qui a été cité, le livre avec Todd, Le Mystère français. J'ai regardé, on a une base de données des noms propres à la naissance. Vous devez, ça doit être, je crois qu'il y a le site qui s'appelle Famille, ou un nom comme ça, et puis il y avait, je crois qu'on trouve encore ça sur un site aussi du gouvernement. Et on a, sur cette base-là, on a les noms propres de toutes les naissances depuis de 1875 à 2000, je crois, ou 1885, oui, 1885, on a par période de 25 ans, 1885, 1910, et ainsi de suite. Et on va donc on va aller jusqu'en, il y a 4 lots, ça doit être jusqu'en 1985. Et quand, non, même plus, en tout cas, quand on regarde, à ce moment-là, on regarde la géographie des noms. Donc vous prenez
un nom. Alors, j'ai pas pris mon nom, j'ai pris le nom Le Bihan, puisque vous parlez de Bretagne. Vous savez pourquoi? Parce que Le Braz en breton, ça signifie le grand, et Le Bihan, ça signifie le petit. Donc ça me permettait de rester au voisinage. Eh ben, là, vous avez la fixité de la géographie de ce nom est incroyable. C'est-à-dire qu'au début, dans la fin du 19e siècle, 80% des Le Bihan sont dans le Morbihan, un petit peu Finistère, un petit peu Ille-et-Vilaine. Ils sont encore, dans les années 70, ils sont encore 75% dans les départements bretons. Et dans la quatrième lot, le plus récent, il en reste encore plus de 50%. Et quand ils ne sont pas là, ils sont dans la région parisienne, ou bien sur la vallée de la Loire, ou bien en Mayenne, bien un petit peu, parce qu'il y a une histoire longue d'émigration bretonne, dans le haut de la Normandie et dans le Pas-de-Calais. Mais c'est très local, autrement dit, vous en trouvez très peu en Alsace. Vous pourrez d'ailleurs regarder dans l'annuaire. Et là, on voit qu'il n'y a pas un brassage si énorme que cela de la population française. Elle reste quand même, pour contre-exemple, elle reste quand même très groupée. Pour contre-exemple, j'avais pris un nom alsacien, Müller, hein, et je savais exactement la même chose. Les Müller sont Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin, et ils ont très lentement été vers la région parisienne. Donc il y a, ça favorise aussi le maintien, si vous voulez, à la fois il y a le mimétisme, mais il y a aussi le fait que les communautés restent assez liées. Et pour donner un dernier exemple, c'était de ces questions, et au fond de leurs répercussions sur la vie sociale, c'est un politologue, Paul Aliès, qui est professeur à Montpellier. Très tôt, il s'était intéressé à cette question que vous avez sous les yeux de est-ce que c'est là où il y a le plus d'immigrés nord-africains qui a le plus fort vote du Front National. Il a regardé dans les communes du Languedoc, et c'était tôt, c'était aux élections de 86, et il s'est aperçu que c'était pas là où il y avait le plus d'immigrés, mais là où il y avait le plus de rotation de population entre deux recensements, donc le plus de mouvement, autrement dit le plus de, on dirait dans les termes politiques actuels, de déracinement d'une certaine manière. Et je trouvais que c'était une idée tout à fait intéressante, c'était, vous voyez, une autre piste à nouveau d'une autre cause possible à ce type de vote, et qui tourne autour de questions, donc de questions d'intégration locale, de sociabilité, de rapport qu'on a avec son environnement proche. Voilà, nous sommes à la fin de cette séance. Merci à notre invité Hervé de Braz. Merci aux deux d'avoir participé activement.